Bonjour tout le monde. Bienvenue à la 4e séance des webinaires Grande Culture du MAPAC. J'espère que vous êtes en grande forme ce matin. Au lendemain d'une tempête de neige pour certains, peut-être que pour d'autres, ça continue. C'est un des avantages des webinaires de ne pas avoir de déplacement. Donc, nous sommes présentement, je pense, un petit peu plus de 310, ça a monté, 310 participants. On veut vraiment vous remercier pour votre intérêt et votre grande participation. Je m'appelle Stéphanie Mathieu, je suis conseillère en grande culture au MAPAC, à la direction régionale de la Montérégie. J'ai le plaisir ce matin d'être en compagnie de mon collègue Yvan Fauché, qui est également conseiller en grande culture au MAPAC en Montérégie, qui va être mon co-animateur. Bonjour Yvan. Je veux aussi souligner la présence de notre conseillère pas en grande culture, excusez-moi, notre conseillère en communication, Amélie Labonté, qui est un peu en quelque sorte notre grand Manitou du Zoom ce matin. Alors, je te remercie, Amélie, d'être là pour nous supporter. Les webinaires Grande Culture ont été préparés en remplacement des journées régionales d'information qui sont organisées normalement dans chacune de nos régions respectives. Les webinaires ont été organisés par le MAPAC et regroupent les directions régionales de la Montérégie, du Centre du Québec et de la région de Montréal-Laval-Lanaudière. La tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'Expansion PME en Montérégie. Donc, rapidement, je vais regarder avec vous un aperçu de l'avant-midi qu'on passera ensemble. Donc, la première conférence sera donnée par Francis Allard, qui est agronome à l'IRDA, sur la thématique des céréales d'automne. Quand il y a une belle tempête de neige comme ça, on aime ça, ça protège nos céréales d'automne. La deuxième conférence, vers 9h45, va être donnée par Mme Cindy Denoncourt et elle va traiter de l'arrière-effet azoté lors d'apports répétés de fumier. Cette conférence-là va être suivie d'une courte pause. Ensuite, vers 10h30, Martine Amiotte du CETAB va nous présenter le réseau des fermes témoins en grande culture en régie biologique. La dernière conférence va être donnée par nul autre que Mme Sylvie Thibodeau à 10h45 sur les cultures intercalaires. Et il est prévu que que le webinaire se termine vers 11h40. Donc, avant de débuter, j'ai quelques informations et quelques petites consignes à vous donner pour le bon fonctionnement du webinaire. Donc, vous allez remarquer que vos caméras et vos micros sont fermés et qu'il n'est pas possible de les ouvrir. Donc, pour interagir, il y a une zone de clavardage qui est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il s'agit de symboles de bulles. Donc, dépendamment de la version de Zoom que vous avez, cette fonction-là peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Vous ne pouvez pas le faire de vive voix. Pour permettre à tous et à toutes de voir vos questions, on vous demande d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Donc, c'est une option que vous pouvez choisir lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas. Il y a un petit menu déroulant là, qui se situe à cet endroit-là. À la fin de chacune des conférences, il va y avoir une période de questions. À ce moment-là, Yvan, mon co-animateur, va identifier les questions qui se trouvent dans le clavardage et il va les poser au conférencier qui va répondre à voix haute. Donc, en raison des contraintes de temps, c'est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. Dans ce cas-là, vous pourrez écrire vos questions par courriel en répondant au courriel que vous avez reçu pour vous connecter au webinaire, soit webinaire gc@commercialmapac.gouv.qc.ca. Quand vous posez des questions, c'est important de spécifier, si vous les posez par courriel, ce sera important de spécifier à quel conférencier est-ce que vous adressez vos questions. Et il pourra par la suite répondre. Les présentations des conférenciers d'aujourd'hui vont également être disponibles bientôt sur le site web du MAPAC. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter notre premier conférencier, M. Francis Allard. Donc, Francis, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Bonjour, Francis. Donc, Francis est agronome de formation. Il a obtenu sa maîtrise grâce à un projet portant sur le blé d'automne. Les résultats de ses recherches ont été divulgués lors de différentes journées de champs, des colloques, congrès national et même à l'international en Écosse en 2016. À l'IRDA, il a contribué aux vitrines de trèfle intercalaire dans les céréales et à l'étude
sur l'état de santé des sols au Québec. Donc, M. Allard pilote présentement un projet à travers plusieurs régions du Québec sur l'impact des céréales d'automne, sur la rentabilité, l'amélioration de la santé du sol et la réduction de l'usage des pesticides par rapport aux céréales de printemps. Donc, comme vous pouvez voir, Francis va nous livrer sa conférence en direct. Par contre, pendant la présentation, il y a une petite vidéo. Alors, si des fois, pendant qu'on présente la vidéo de Francis, la qualité n'est pas très bonne, on va placer le lien YouTube dans le clavardage, alors vous pourrez aller la visionner directement. Donc, voilà. Alors, Francis, je te laisse la parole pour nous présenter les résultats de ton réseau de parcelles. Merci. Ouais. Alors, on va faire le petit partage d'écran. Alors, bon matin tout le monde. Je m'appelle Francis Allard. J'espère que vous êtes bien dans vos foyers. Comme on l'a dit tantôt, on a une belle tempête de neige. C'est bon pour les céréales d'automne. C'est pas juste bon pour la motoneige. On va faire un tour pour la première année. Ça se trouve d'être un projet sur les céréales d'automne qui compare contre les céréales de printemps. Alors, allons-y. Si on se fait un petit bilan à travers le Québec de la survie à l'hiver de l'année 2019-2020, on voit ici dans le baie d'automne puis dans le SEG, on voit ici les quantités semées à l'automne et les quantités restantes au printemps, un coup que l'évaluation de la survie a été faite. On voit que 2020 a quand même été très difficile. On parle de 63 % dans le blé et même jusqu'à 42 % dans le sec d'automne. Alors, bon an, mal an, on a une moyenne d'environ sur les 5 dernières années d'environ 75 % dans le blé, 50 % dans le seigle. On voit aussi que les années 2016 jusqu'à 2018 ont été des très bonnes années là, pour le blé d'automne, entre autres. Maintenant, l'année 2019-2020, c'était aussi la première année du programme d'assurance récolte pour les céréales d'automne qui assure contre les mortalités de la céréale d'automne. Pour se faire un petit bilan, il y avait 6 218 hectares qui avaient été assurés à l'automne. De ça, il y a eu 3 570 qui ont été indemnisés. Alors, on voit que ça a quand même été difficile en 2019-2020 pour la survie à l'hiver. Si on regarde ici la répartition par les régions, on voit que c'est vraiment plus la Montérégie, centre du Québec, ainsi que le Bas-Saint-Laurent qui ont eu beaucoup de dommages. Puis si on voit ici que selon le seigle et le blé, on voit vraiment que c'est vraiment le blé qui a eu un peu plus de misère. Bonne nouvelle, le programme se parle de plus en plus. On dit que mes amis de la financière m'ont dit qu'à l'automne 2021, il y avait quand même une augmentation de 28 % de surface de plus que la première année. Alors, petit train va loin. Puis c'est un bel outil, ce programme-là, pour la gestion du risque. Si on se fait aussi un petit bilan de la saison 2019-2020, c'est sûr qu'on va se le dire, si vous n'étiez pas dans le monde de l'agriculture, c'était sûrement une très belle été. Il faisait très chaud et il n'y avait jamais de pluie. Mais si on se met un peu dans la peau de la céréale, ça a été très, très, très difficile. On dit que la période mai-juin a été la période qu'il y a eu que ça a été la plus sèche des 67 dernières années. Ici, on a un graphique de notre beau Québec. On voit ici qu'on était environ à 100 mm de moins que la normale. C'est sûr que ça a eu un impact sur les céréales d'automne, mais surtout aussi pour les céréales de printemps. On voit qu'en Abitibi-Témiscamingue, on s'en est peut-être mieux servi. On s'en est quand même mieux sorti. Puis en plus aussi, on a eu beaucoup de canicules et dès la fin mai, puis regardez le nombre de jours qu'on a eu en juillet, c'était 19 jours de canicule, dont dans le secteur de Gatineau, il se trouve avoir eu une canicule consécutive de 10 jours. Alors, c'est sûr que quand il fait chaud comme ça, ça influence fortement, entre autres, le remplissage des grains pour la céréale. Alors, on va voir que c'est sûr que mes résultats cette année, ce n'est pas la meilleure année pour les céréales, mais des années comme ça existe. On en a. Alors, on va voir les résultats de ça. Puis aussi, un petit rappel, lors du premier
webinaire, Gilles Tremblay disait que le bilan de la saison 2020, il avait vu des rendements inférieurs à 20 à 45% moins de rendement dans les céréales. Alors, ça met un peu la table, puis c'est un peu ça que j'ai vécu aussi à travers mes sites. Maintenant, je vais vous présenter le projet. Ça se trouve d'être une vitrine de démonstration. On est dans 10 régions du Québec. On compare les céréales d'automne avec les céréales de printemps. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'implantation des céréales d'automne, démontrer les gains de productivité des céréales d'automne, les gains aussi économiques, les bénéfices pour la santé des sols, puis aussi la réduction de l'utilisation des pesticides. On voit aussi la répartition des sites à travers le Québec. On est quand même dans pas mal toutes les régions, dans les régions périphériques, aussi plus aussi proche de Québec ici, puis en Montérégie. On a aussi, et ça, c'est les pins jaunes, ça se trouve d'être des sites chez les producteurs. Et on a aussi 2 sites en parcelle expérimentale à nos stations ici à l'IRDA. On est à Saint-Lambert-de-Lauzon, on était en régie conventionnelle, puis on était à Saint-Bruno de Montarville, qu'on était en régie biologique. Alors, on va commencer par faire le tour d'horizon de nos sites chez les producteurs. De la manière que le design était fait, c'est qu'on était avec des parcelles en bande. Et dès l'automne, le producteur, on avait 2 répétitions. Et le producteur procédait au semis des céréales d'automne. On mettait souvent 3 sortes de céréales d'automne, le sec d'automne hybride, le blé d'automne ainsi que le triticale, avec 2 répétitions. Et l'hiver passait. Et si la survie était bonne, on procédait au semis du blé de printemps. Et on essaie toujours d'être optimum, comme si on le ferait dans la vraie vie. Les données qui ont été recueillies de ça, bien évidemment, dès le printemps, c'est la survie à l'hiver de chacune des parcelles. Aussi, on prenait des notes si on voyait de l'érosion, une note entre 0 et 10. 0 est dans aucune raison et 10, c'est Festival de la rigole. Puis dans l'ensemble de nos sites cette année, puis des sites chez les producteurs, puis nos sites à l'IRDA, on n'a pas vraiment vu de différence sur l'érosion de surface, sur les parcelles en sur des parcelles en céréales d'automne comparativement au sol nu qui était destiné au blé de printemps. Après ça, au cours de après ça, le conseiller qui était à mes yeux en région avec le producteur jugeait s'il mettait un herbicide soit dans seulement le blé de printemps, soit dans toutes les parcelles ou simplement pas en mettre du tout, selon leur évaluation, comment il y avait de mauvaises herbes en place. Après ça, il y avait une prise du pourcentage de mauvaises herbes qui était fait juste avant la récolte de la céréale d'automne. Après ça, à la récolte, on avait le rendement en grains qu'on a pris, aussi un échantillon de grains. De ça, on prenait voir s'il y avait eu de la fusariose pendant l'été. On sait que les céréales d'automne, vu que la floraison est plus tôt, ça aurait tendance à mieux échapper à la fusariose. Juste un petit rappel au niveau des toxines, il faut être en bas de 5 pour la volaille et le bovin, en bas de 2 pour la consommation humaine, il faut être en bas de 1 pour le porc et les animaux laitiers. Après ça, il y avait aussi la protéine, le poids spécifique. Puis, évidemment, on voulait prendre aussi, pour faire une belle analyse économique, chaque fois que le producteur passait au champ pour les traits de sol, le semis, des applications phytosanitaires, on prenait tout ça en note. On voit ici une belle image, là, on était en Montérégie-Est et justement ici, on avait 3 répétitions, alors c'était vraiment intéressant. Le bilan de mes 10 sites cette année, comme on l'a vu tantôt, les survies au Québec, ça variait environ de 50 à 60 %. Ça va être quand même très difficile, mais moi, j'étais quand même chanceux. J'ai eu 9 sites sur 10 qui ont été conservés. Le seul site qui n'a pas passé l'hiver, c'est le site qui était à Sainte-Anne-des-Plaines. Il y a eu un petit effet de terrain. Puis nous, s'il y avait une parcelle qui passait en haut de 50 %, on gardait le site. Mais si ce n'était pas ça, on ne conservait pas le site. De ça, il y avait de nos 9 sites restants, il y avait 4 sites sur 9 qui étaient des survies limites à bonnes, en bas de 80 %.
2 sites sur 9 qui avaient de bonnes à très bonnes, et on a quand même eu 3 sites sur 9 qui ont été de très bonnes à excellente survie. On va commencer par les zones que la survie était moins bonne vers la cerise sur le gâteau avec des belles survies. On commence en Abitibi-Témiscamingue. On voit ici les taux de survie dans le blé et dans le seigle hybride est à 55-60 %. D'habitude, on dit pour les producteurs que on vise en entour si on veut conserver un champ qui donnerait l'équivalent pour un rendement dans la céréale de printemps. On dit d'habitude de le garder entre 65 à 70. Là, on était à 55 à 60 % de survie. Puis pour ce site-là, il y a eu un arrosage seulement dans la céréale de printemps. On voit ici que les rendements ont été quand même pas plus faibles pour le blé d'automne, puis aussi pour le seigle, et entre autres dû pour la survie. Et comment que je peux l'expliquer aussi, c'est que la date de semis de la céréale d'automne a été quand même extrêmement tard pour ce secteur-là. Dans mes recherches sur les dates de semis, j'avais déjà vu que dans les régions périphériques, quand on arrivait à des dates de semis tard comme ça, comme 15 septembre, bien, on perdait jusqu'à 35 % de rendement comparativement, mettons, à la fin août. Alors, ça peut un peu s'expliquer comme ça. Maintenant, on va continuer. On va en Mauricie, on est à Sainte-Geneviève-de-Vatican. Les dates de semis, on était correct. Les survies, on était de 70 jusqu'à 78 dans le seigle d'automne hybride. On a décidé au printemps de ne pas faire d'arrosage dans aucune des parcelles. Les sols étaient quand même très propres. Mais puis même jusqu'à la fin juillet, mi-fin juillet, c'était vraiment très propre. Malgré tout, on l'a vu que quand on a commencé à avoir de la pluie, par exemple, ça a vraiment sorti. Ça, c'est les pourcentages de mauvaises herbes, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu récolter notre blé. On a seulement pris le seigle puis le triticale. Alors, pour ce site-là, on n'a pas notre comparatif, malheureusement. Maintenant, on va dans le secteur de Gatineau. On avait des survies de 68 jusqu'à 73-75 %. Pour ce site-là, il y a eu seulement un herbicide dans le blé de printemps. Et on voit que le blé d'automne était un peu moins bon que le blé de printemps. Par contre, le seigle a quand même 1000 kg de plus avec une survie de 75 %. Alors, pour ce site-là, on avait un avantage pour la céréale d'automne. Puis malgré tout, je rappelle aussi que la Gatineau, de mois de juillet, il y a 10 jours consécutifs de canicule. Alors, ça a fortement influencé les rendements. Maintenant, on se déplace au centre du Québec. On voit les survies, ça a été pas mal difficile. Ici, on avait un épaule d'automne en plus. C'est ça qui a vraiment eu, ça a été vraiment très difficile. Le seigle s'en est mieux sorti. Il n'y a pas eu de différence malgré tout dans le pourcentage de mauvaises herbes. Et on voit que dans les rendements, là, les céréales de printemps ont vraiment pris la claque à cause de la sécheresse. Puis le manque d'eau, on l'a sorti. Regardez, ça, c'est quand même des rendements très, très faibles. Malgré tout, dans cette année-là, le blé d'automne a fait un petit peu mieux, malgré que ce n'est pas des rendements vraiment, c'est vraiment très bas. Le seigle, regardez, on s'en est quand même très bien sorti. Ici aussi, pas d'influence, mais pour l'ensemble des sites pour l'année 2019-2020, il n'y a vraiment pas eu de fusariose. On est toujours en bas de 1 ppm. Donc, on voit ici là, les chiffres de donne. Là, on voit que le triticale, entre autres, est un peu plus sensible, les potes aussi. Maintenant, on s'améliore un peu dans la survie. On s'en va dans le Bas-Saint-Laurent. On est à Rimouski. On voit que le seigle d'automne hybride a quand même très bien sorti pour la survie, un peu limite pour le blé d'automne. Il n'y a pas eu vraiment de différence dans le pourcentage de mauvaises herbes non plus pour la fusariose. On était tous à la valeur minimale que l'on peut observer. C'est sûr, les rendements, pour vrai, le Bas-Saint-Laurent, ça fait plusieurs années là, que vous l'avez vraiment pas facile, même dans les prairies, là, la sécheresse vous guette à chaque année, c'est vraiment pas facile. Mais on voit que malgré tout, même à une survie de 60 %, on accotait les céréales de printemps, malgré que je vous le concède, c'est vraiment des rendements extrêmement faibles. Malgré tout, dans le seigle d'automne hybride, on s'en est sorti un petit peu mieux. Maintenant, on se déplace dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est à Saint-Prime. On est dans un site en régie biologique.
Les survies étaient quand même très bonnes dans le blé d'automne et dans le seigle. On avait 82-83 %. On voit aussi vu qu'on est en régime biologique, on n'a pas d'herbicides, évidemment. Les mauvaises herbes ont quand même été très bien contrôlées. On voit que dans les céréales d'automne, ça fait quand même de la job, malgré que les survies étaient quand même plus basses ici. À ce site-là, à la fin juillet, il y a un nuage qui a passé, on dirait, au-dessus de la parcelle, là. Puis on a eu un effet de grêle très important. Selon le producteur, on a perdu au moins 50 % du blé d'automne, 15 à 20 dans le seigle, puis jusqu'à 65 % dans l'épaule. C'est pas compliqué. On voyait les grains qui étaient tombés à terre. Les céréales d'automne, vu qu'ils étaient plus avancés, ont été plus affectés que le blé de printemps dans ça. Fait que ça fait en sorte que malgré tout, à la récolte, malgré qu'on ait une survie quand même dans les 80-85 %, on a quand même sorti plus de rendement que la céréale de printemps. Puis le blé avait quand même été souffert aussi beaucoup de la graine. Mais regardez ici comment le seigle, on a pratiquement plus que doublé par rapport au blé de printemps. Alors, ça a été quand même très intéressant. Là. Puis, il y avait de beaux potentiels, mais la grêle est venue un peu gâcher le tout. Mais c'est un peu ça aussi, l'agriculture. Maintenant, on va toujours encore vers le mieux. Alors là, on est rendu dans les très bonnes à vraiment excellentes survies. On est à Chaudière-Appalaches, à Saint-Anselme. Les survies ont vraiment été excellentes, de 95 jusqu'à 100 % même dans le seigle. Et dans ce site-là, on avait un traitement herbicide seulement dans le blé de printemps. Et on voit que les céréales d'automne, quand tes survies sont vraiment bonnes, c'est très efficace contre les mauvaises herbes. Si, mettons, un producteur il arrêtait juste avec les céréales d'automne, ben, il aurait pu éviter le traitement d'herbicides et mettre les coûts de production dans ses poches. Et ça s'est reflété, entre autres, aussi pour le rendement. On est à 3000 kg. Dans le seigle, ça a vraiment été bon. Et aussi, dans ce site-là, on a pris les rendements en paille. Regardez la différence entre le blé de printemps et le blé d'automne hybride. On parle d'une augmentation de 127 % plus de paille. Alors, je pense qu'un producteur qui veut avoir, que c'est un de ses critères d'avoir de la paille, le seigle, c'est un incontournable. Maintenant, on va finir par les deux sites à Montérégie. On est à Saint-Sébastien. Les survies ont été vraiment très bonnes dans le blé d'automne et dans le seigle. À ce site-là, on n'avait pas mis d'herbicide dans aucune des parcelles. On voit que pour cette saison-là, les céréales d'automne ont vraiment donné plus de rendement que dans le blé de printemps. La date de semis avait été bien respectée. Aussi, pas d'infidence de fusariose. Puis le fait de récolter tôt, ça fait en sorte que le producteur a pu mettre une belle culture de couverture, soit l'avoine pois. Puis c'est génial parce que il a mis ça à peu près à la mi-juillet. Alors, il y a le temps, après ça, là, la culture de couverture, de profiter. Là. Maintenant, on va y aller avec notre dernier site, à Montérégie-Est. On est à Saint-Césaire. On voit que pour ce site-là, il y a eu de l'herbicide dans toutes les parcelles. On voit que les survies ont été de 83 jusqu'à 95 % dans le seigle. Et on a vu que quand même, malgré qu'on l'avait arrosé dans toutes les parcelles, les céréales d'automne, quand les survies sont très bonnes, sont quand même très compétitives. On dirait que c'est comme un effet supplémentaire, même avec l'herbicide pour vraiment contrôler les mauvaises herbes. Ça c'est vraiment. Et puis là, ici, on est avec 3 répétitions. C'est quand même un peu plus fort. On a vraiment sorti plus de rendement dans le blé d'automne que dans le blé de printemps. Puis dans le seigle aussi. Je tiens à mentionner quand même qu'à 83 %, on a sorti 5375. Donc, pour cette année-là, un producteur, qu'est-ce qui aurait été le mieux? C'est de mettre une céréale d'automne. Puis, c'est sûr que la sécheresse joue quand même un très grand rôle. Les sites qui avaient un sol un peu plus lourd, un peu comme des argiles, avaient comme la capacité d'avoir une bonne rétention en eau. Alors, je pense que la céréale d'automne avait déjà son enracinement fait depuis l'automne dernier, a pu tout comme prendre l'eau aussi de la fonte des neiges. Alors, ça fait en sorte que cette culture-là est pas mal plus, je dirais, résiliente en conditions de sécheresse et puis aussi de canicule.
Maintenant, on va prendre un petit break de chiffres. On va y aller avec une vidéo qu'on a tournée chez deux producteurs, soit dans Montérégie-Est et aussi à Chaudière-Appalaches. Alors, je laisse les vidéos aller. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui chez la ferme Bossé-Roy? On le retrouve aussi à travers 10 régions du Québec, chez 10 producteurs différents. L'objectif du projet, c'est vraiment de comparer les céréales d'automne avec les céréales de printemps, d'un point de vue de rendement, rentabilité, mais aussi de tout ce qui est les avantages environnementaux. On est à la ferme Bossé-Roy, incorporée à Saint-Césaire. C'est une ferme spécialisée dans la production de grandes cultures, des grandes cultures variées, maïs, soya, céréales, légumes de transformation. C'est aussi une entreprise qui a développé dans les dernières années une excellente expertise dans les cultures de couverture. Dans la région aussi, c'est une des fermes qui a réintroduit les céréales d'automne parmi les premières. Actuellement, dans la région, on estime qu'à peu près 5 à 20 des entreprises, tout dépendant des secteurs, qui cultivent des céréales d'automne. Je dirais qu'il y a le potentiel de rendement élevé des cultures d'automne, puis aussi la récolte qui se fait assez tôt puis qui permet de faire des cultures de couverture facilement puis sur une longue période. Aujourd'hui, ce qu'on remarque en visitant les parcelles, on est le 23 juin. D'abord, des dates d'épiaison vraiment différentes d'une espèce à l'autre. L'épiaison a commencé autour du 26 mai avec les seigles hybrides. Ça s'est poursuivi ensuite avec le triticale d'automne. Aujourd'hui, le 23 juin, c'est l'épiaison du blé de printemps qui est en train de se produire. On remarque aussi des bonnes différences au niveau des hauteurs des différentes espèces, donc probablement un rendement en paille qui va être différent, mais on verra à la récolte. Donc actuellement, on a un triticale qui est la plus longue des céréales. Les seigles hybrides, le blé d'automne, sont quand même assez comparables cette année. On a une année avec des céréales qui sont très courtes. Donc, tout est nous semble un peu plus court. Par contre, on voit quand même des différences là, entre les espèces. Nous avons réintroduit les céréales de printemps en 2012 sur la ferme et celles d'automne en 2013. Depuis ce temps, les superficies ont triplé. Sur les 8 années de production, 3 années ont été excellentes pour la survie, 2 années ont été passables dû à un mauvais nivelage d'une terre spécifique et 3 années ont été relativement médiocres, dont cette année, due à une date de semis un peu trop tardive. Ce qui me pousse à continuer à faire des céréales d'automne, c'est tout d'abord le rendement et la rentabilité. Aussi, le semis est déjà effectué au printemps. Ça valorise mieux les applications de fumier d'automne. Et aussi, ça me permet d'avoir des engrais verts qui sont beaucoup plus développés étant donné que la date de récolte est plus hâtive. Commencez par une petite surface avec un champ avec un très bon égouttement de surface après un soya hâtif dans le but de semer vers la mi-fin septembre. Nous sommes aujourd'hui à la ferme Appalaches à Saint-Anselme, en Chaudière-Appalaches, pour la récolte des parcelles dans le cadre de notre projet sur la vitrine de démonstration des céréales d'automne sur 10 fermes à travers le Québec. La ferme Appalaches est une ferme laitière, céréalière et acéricole d'une grandeur de 110 hectares. Monsieur Laliberté fait des céréales de semences depuis 35 ans. Bien, c'est la première fois qu'il va faire des céréales d'automne. Pour la récolte aujourd'hui, nous allons comparer la productivité en grains et en paille de 3 céréales d'automne, soit le blé d'automne, le triticale d'automne et le seigle d'automne hybride avec son comparatif, soit une céréale de printemps, ici le blé de printemps. Malgré que les survies à l'hiver ont été excellentes ce printemps, les longues périodes de canicule et de sécheresse au cours du printemps et été 2020 risquent d'avoir rendu la vie difficile aux céréales. Allons voir les résultats avec M. Laliberté. J'ai apprécié la journée de la récolte qu'on a passée aujourd'hui. On a pu voir la batteuse qui rentrait dans chacune des parcelles qui étaient adjacentes l'une de l'autre, semées à peu près tout en même temps, dans les mêmes conditions. Puis il y avait des céréales que, à vrai dire, je connaissais pas vraiment. Le triticale, le seigle, pour moi, ça c'était des céréales que j'avais jamais approchées, que j'ai jamais cultivées. Fait que ça a été une belle expérience de se remettre en question des fois un peu. Là, ça fait réfléchir de voir ça. C'est bon, c'était le fun.
La survie a été quand même, au printemps, quand on a observé la reprise, était quand même excellente. On avait choisi le site, il faut dire. On a semé ces céréales-là dans une légère pente, prévoyant qu'il y aurait un hiver. Hein. Puis si je compare avec les luzernières qui sont de chaque côté, qui sont aussi dans la même pente, c'est pas plusieurs petits plants comme l'an passé. Ça donne pas le même rendement. On croirait que les champs sont beaux, mais sont décevants souvent. Par contre, la céréale qui a passé l'hiver sous la neige, elle, même avec la pluie qu'on a eue, l'hiver pas facile, elle s'en est quand même très bien sortie. Oui, ça a été surprenant. J'ai été étonné de voir la reprise au printemps, puis la vigueur dans la sécheresse, parce que c'est une plante qui avait déjà son système racinaire bien établi à partir de l'automne d'avant. Puis, étant donné qu'on n'a pas brassé le sol ce printemps, sachant pas qu'on s'en allait vers une période faible en pluie puis en eau, bien, cette plante-là, on n'a pas asséché le sol en le brassant, puis ses racines qui étaient déjà bien implantées ont permis surtout aux seigles là, à pousser. Les céréales d'automne ont vraiment gagné là-dessus, sur le fait que l'enracinement était présent, puis le sol n'a pas été asséché par le travail du printemps. C'est sûr que j'y ferais voir que c'est intéressant. Commencer tranquillement par un champ, puis d'essayer de l'introduire. Ça divise le risque de la météo, de la difficulté d'un printemps difficile ou des fois de la contrainte machinerie ou la contrainte main-d'œuvre. C'est une belle avenue à considérer. Moi, c'est sûr que je ne peux pas contre-indiquer ça après ce que j'ai vu cette année. Le projet est censé se poursuivre sur une deuxième année. J'ai hâte de voir si on va revoir la même chose parce que c'est un échantillon d'une seule année. Une année pas facile en culture. Ça fait qu'on a des résultats qui seraient peut-être meilleurs en année normale. Disons que ça annonce bien. Ça annonce bien avec ce que j'ai vu cette année. Alors, merci aux deux producteurs participants, aussi à Julie Boisvert pour leur temps, pour le tournage cet été. Là. Ça a fait vraiment des belles photos, puis des beaux vidéos, puis surtout des bons résultats. Si on continue dans nos... là, on a fait le tour des 9 sites que l'on avait cette année chez les producteurs. Maintenant, on va voir les résultats qu'on avait en sites expérimentaux à l'ERDA, soit à Saint-Lambert de Lauzon, en Chaudière-Appalaches, en régie conventionnelle, et aussi à Saint-Bruno de Montarville, en Montérégie, en régie biologique. Qu'est-ce qu'on prenait de plus par rapport au site chez les producteurs? On prenait le rendement en paille. On prenait aussi le poids de 1000 grains et aussi, à la fin de l'été, on prenait un cube pour voir la stabilité des agrégats entre les céréales d'automne et les céréales de printemps. Le design est comme le suivant, c'est de monter en bloc complet aléatoire avec en parcelle principale les espèces, soit le Bailey, le triticale, les pôtes ainsi que et aussi le seigle. Puis en sous-parcelle, on avait l'effet de saison, donc printemps versus d'automne. Et fait que c'était vraiment intéressant de voir vraiment côte à côte comment ça bougeait. On voyait très bien que la céréale d'automne est toujours plus avancée que la céréale de printemps. Et aussi dans les seigles, tant qu'à faire un dispositif, j'ai mis des seigles hybrides comparativement à des seigles à pollinisation libre pour voir est-ce qu'il y a un effet sur les gains de rendement. On va commencer par le site de Saint-Lambert de Lauzon. À Saint-Lambert, ça n'a vraiment pas été facile pour les céréales de printemps. Nous, on semait un petit peu plus tard dans le coin de Québec. On n'a pas pu bénéficier un peu de l'eau de la fonte des puits, de la fonte de la neige, je veux dire. Fait que ça a fait en sorte que, puis, tu sais, il a fait chaud, puis il ne mouillait jamais, puis ça a fait en sorte que les céréales de printemps ont vraiment... ils ont vraiment échaudé sur place. Là. Il y avait des places qui n'avaient même pas de grains sur les plis. Là. Fait que, on voit que les résultats ici sont quand même très faibles. J'ai mis des petites étoiles pour les statistiques. Quand on a une étoile, il y aurait une différence significative. Quand il y a 2 étoiles, ce serait très, très significatif. Et quand on a 3 étoiles, c'est très, très, très significatif. C'est sûr que pas besoin de faire des stats pour comprendre que quand on a un rendement de blé d'automne, même avec une survie de 59 %, quand il y a des différences comme ça, on sait que ça va être significatif.
À Saint-Lambert-de-Lauzon, les survies ont vraiment été difficiles pour le blé triticale et l'épaule. Le seigle s'en est quand même mieux sorti. On voit que quand on compare toujours chaque espèce avec versus automne-printemps, il y a toujours une différence significative sur le rendement en grains. Ici, on voit que les seigles d'automne en général ont vraiment une différence comparativement aux seigles de printemps qui avaient vraiment... Pour vrai, c'était très triste à voir cet été dans le seigle. Et quand on regarde ici l'effet de versus la pollinisation libre versus un hybride, il y a vraiment aussi un effet pour le rendement. Et souvent aussi, le poids de 1000 grains suit beaucoup le rendement. Ça prouve que les différences, quand on voit des poids de 1000 grains aussi faibles comme ça, on se dit, oui, le remplissage des grains a vraiment été difficile. Pour le rendement en paille, on a une différence dans le blé et dans le seigle seulement, tandis que le triticale, l'épaule, on n'a pas vraiment vu de différence. Quelques petites photos, c'est quand même le fun. Le 1er juin à Saint-Lambert, on voit qu'il y a quand même une grande différence entre, surtout pour la hauteur, seigle de printemps, seigle d'automne. Ici, on avait à droite un comparatif vraiment intéressant. À gauche, on avait le blé de printemps. Ici, on avait le blé d'automne avec une survie de 70 %, qui est un peu souvent qu'est-ce qu'on recommande aux producteurs de conserver son champ. Fait que je voulais voir jusqu'à quel point le blé de printemps il allait vraiment d'à côté le blé d'automne, mais avec la saison pas facile qu'on a eue de sécheresse, ça fait en sorte qu'on a sorti vraiment pas mal plus dans le blé d'automne et le blé de printemps a vraiment eu de la misère. Maintenant, on se déplace à Saint-Bruno de Montarville. On est en régie biologique. Ça a été un site vraiment très, très beau. Les survies ont vraiment été très belles. Dans le seigle, c'était pratiquement la perfection. Dans le blé aussi. L'épaule, ça a été un peu plus difficile. Et regardez les rendements, on a toujours un avantage, malgré qu'on était dans un sol qui avait quand même la capacité de conserver l'eau pas mal. On était dans un sol, un argile Saint-Rosalie. On voit que malgré tout, en régie biologique, on a quand même réussi à sortir pas mal plus de rendement. On voit que c'est très, très, très significatif. Dans le seigle aussi, on a eu un effet du seigle hybride comparativement au seigle à pollinisation libre. On voit aussi que dans le poids de 1000 grains, c'est très, très significatif dans le blé, pas dans le triticale ni dans l'épaule. Et ici, il y a un effet entre le seigle d'automne et le seigle hybride, entre le seigle d'automne et le seigle de printemps pour le poids de 1000 grains, mais on n'a pas d'effet par rapport au seigle à pollinisation libre, à des seigles hybrides. Ça explique aussi pourquoi souvent on dit que les seigles d'automne hybrides, qu'est-ce qui donne le plus de rendement? C'est souvent parce que l'épi est un peu plus long et ça ne joue pas trop sur le poids de 1000 grains. Si on regarde ici dans le rendement en paille, éventuellement, on était toujours plus élevé que la céréale de printemps. Et regardez, en triticale, on a quand même sorti beaucoup de paille. Et je tiens quand même à mentionner qu'en régie biologique, dans une année pas facile de sécheresse, on a quand même sorti jusqu'à 7000 kg à l'hectare dans les seigles d'automne hybride. Alors, le potentiel est là. Francis, excuse-moi, c'est Stéphanie. Là, il te resterait comme 5 minutes, mais là, on est comme dépassé on est dans la période de questions. Là. OK, c'est bientôt fini. OK, merci. Ici, je vais aller un petit peu plus vite de bord. Ici, j'avais à Saint-Bruno un comparatif blé de printemps, blé d'automne. On voit que quand même, c'était pas mal plus dense dans la céréale d'automne. Je savais un peu que dans le rendement, ça allait être quand même mieux dans la céréale d'automne. Ici, dans le seigle, on voit juste par la longueur de l'épi, seigle de printemps, ici, seigle d'automne, on voit tout de suite qu'elle va avoir une bonne différence. Certains trucs quand même super intéressants. Ici, on a une épaule d'automne que j'avais évaluée à 20 % de survie. Je me suis dit, bon, je vais la laisser aller, on va voir ce que ça va donner. Quand on était rendu à la récolte, ça ressemblait à ça. C'est sûr que la sécheresse a quand même aidé aussi à que les mauvaises herbes, ils trouvaient la vie un peu difficile aussi. Malgré tout, j'ai quand même sorti 2847 kg à l'hectare pour une survie de 20 %. C'est quand même plus que la moyenne des épaules de printemps pour cette année-là, avec 20 %. Alors, c'est quand même toujours un peu surprenant avec la survie. Maintenant, on regardait aussi pour la santé des sols. Qu'est-ce qu'on prenait? C'est que dans chaque céréale de printemps, automne, on prenait un cube entre 2 et 8 cm à la surface du sol.
On n'a pas vraiment eu de différence et on a pris ce cube-là à la fin août. On l'avait laissé la paille sur place suite à la récolte. On n'a pas vraiment eu de différence sur la stabilité structurale, sur le diamètre moyen pondéré, ni non plus sur les gros agrégats. Il y a quand même eu un effet sur les petits agrégats contradictoires. À Saint-Bruno, les céréales de printemps avaient donné plus de petits agrégats comparativement à Saint-Lambert que ça le contraire. Mais malgré tout, qu'est-ce qui a souvent plus d'impact dans la stabilité des agrégats? C'est vraiment le pourcentage de gros agrégats ici. J'ai fait un petit profil de sol pour voir les différences visuelles. Ça, c'était à Saint-Bruno. On avait déjà un sol qui était très bien structuré à Saint-Rosalie. Je n'ai pas vu de différence entre les deux céréales de printemps ici à droite puis automne à gauche. Par contre, j'ai vu que la surface était pas mal plus humide dans les céréales d'automne et j'ai quand même vu plus de vers de terre aussi à la surface, plus de porosité, tandis que dans le sec de printemps, on voyait que c'était plus en profondeur que les vers de terre se tenaient. C'est sûr que moi, je ne pensais pas qu'on peut améliorer un sol en dedans d'une saison. Il faut vraiment le voir dans le long terme. Le fait d'amener beaucoup de paille, c'est amener pas mal plus de carbone entrant. Ça fait en sorte que l'activité microbienne du sol va être quand même très bien. Fait qu'il faut le voir à long terme dans ça. Je vais finir là-dessus. L'usage des pesticides à Saint-Bruno, on est en régime biologique. On voit que, vu qu'on avait des bonnes survies dans les céréales d'automne, on est toujours plus efficace que les céréales de printemps. Et dans le SEG, à 100%, on était vraiment bien. Et on n'a pas eu de fusariose à Saint-Bruno, tandis qu'à Saint-Lambert, c'est quand même négligeable, mais malgré que le triticale est quand même un peu plus sensible, mais on est tout en bas de 1 ppm. Alors, conclusion de la première année, sûr que les canicules, la sécheresse, ça n'a pas été la meilleure année pour les céréales. Malgré tout, la céréale d'automne a quand même tiré son avantage du fait qu'elle avait son enracinement depuis l'automne dernier. Super comparatif à Saint-Bruno, on est en régie biologique, on a été chercher jusqu'à 7000 kg dans le SEG. Saint-Lambert, ça a été un peu moins bon pour la survie. Chez les producteurs, il y a quand même 7 sites sur 8 qui avaient un avantage de rendement sur les céréales d'automne comparativement aux céréales de printemps. On n'a pas eu vraiment d'effet de fusariose. Ça a été chaud et sec. Je ne m'attendais pas qu'il y ait de fusariose beaucoup. Et pas vu d'effet aussi sur la santé des sols. Les mauvaises herbes nous ont joué un petit peu un tour en fin de saison. Quand il s'est mis de pleuvoir, là, ça a un peu popé. Ils vont avoir une analyse économique qui va être d'avenir de ça, de chaque. On l'a tout pris en note chez les producteurs. Ça va être en cours bientôt. Et à l'automne dernier, on a fait les semis pour la deuxième année. Alors, j'espère que l'année prochaine, il va bouillir et qu'on ait une belle saison. Je remercie tous les partenaires, tous les gens à l'IRDA, les conseillers du MAPAC, les conseillers responsables en région, c'est eux autres mes yeux, aussi les professeurs agricoles, merci de nous prêter votre champ. Aussi, on a nos partenaires pour la semence et c'est un projet financé par le Prime Vert. Alors, voilà, c'est terminé. Merci, Francis. C'est un super beau projet, très passionnant. Il y a tellement d'échanges. Je pense qu'on aurait eu besoin quasiment d'autant de temps de questions que. Donc, Yvan, je te laisse aller avec la période de questions. Oui. Ben, je ne sais pas comment j'ai de temps, Stéphanie, mais. Tu n'as pas beaucoup de temps. J'ai 26 questions. Est-ce qu'on a le temps pour 26 questions? Non, tu as le temps pour quelques questions. Bon, fait que choisis. Puis après ça, Francis, je ne sais pas si tu vas accepter de répondre un peu par courriel, puis on pourra peut-être t'aider pour certaines, là, parce que ça dépasse, je pense. Bon, Francis, de façon générale, j'ai eu plusieurs questions sur les cultivars. Les gens voulaient savoir si les cultivars étaient les mêmes partout sur les sites. Et je t'en pose un autre en même temps par rapport justement au seigle hybride. Là, on veut savoir pourquoi le seigle hybride semble mieux performer, en tout cas mieux survivre à l'hiver. 2 questions en une. Pour les cultivars, on avait pas mal tous les mêmes cultivars. En région périphérique, on avait un seigle différent. On avait le Danielo. C'est une question toujours d'avoir en région périphérique, on somme tôt, puis les semenciers, c'est toujours un peu le défi d'avoir la semence. Alors, j'ai été avec un seigle différent en fait, c'est le seigle que je pouvais. Je préférais changer de cultivar qu'avoir une date plus tardive. Sinon, dans l'ensemble des sites aussi, la céréale de printemps, on est toujours avec le même cultivar, là, toujours le blé de printemps. OK. Puis par rapport à la survie, Francis? Oui, excuse-moi, c'était quoi donc la deuxième question? À savoir si pourquoi le seigle
semblait mieux survivre là, à l'hiver. Parce que entre autres, le seigle, c'est souvent parce que s'il y a une meilleure tolérance au gel, il est quand même, il peut tolérer une température plus froide pendant l'hiver, et c'est comparativement à un blé ou bien un critical. Puis c'est entre autres ça qui fait que le seigle réussit à mieux passer l'hiver. Souvent, je dis, quelqu'un qui veut essayer pour la première fois les céréales d'automne, il dit commence par un seigle, comme ça, tu vas avoir plus de chances de ton côté. Puis aussi, je dis souvent, mettons que c'est un producteur laitier, je dis hey, c'est quoi tes champs que tu as des belles usines à chaque année? Bien, commence par ces champs-là, puis tu vas avoir plus de succès. Encore le temps, Stéphanie, oui. Oui. Y a-t-il une différence de survie en lien avec les cultivars? C'est sûr que moi, je ne voulais pas évaluer trop les cultivars. Je voulais avoir un céréal de printemps, céréal d'automne. En termes de cultivars, les différences étaient plus dans mes seigles hybrides. Pas vraiment vu de différence de survie. C'était très bon. Puis de toute façon, entre espèces, ça dépend beaucoup. Tu sais, le seigle est toujours meilleur sur la survie que le blé. Alors, c'est ça. Avez-vous des techniques que le producteur pourrait effectuer, exemple, provoquer le talage avant l'hiver, des engrais, etc.? J'imagine que c'est beaucoup par rapport à la survie là, aussi. C'est sûr que quand on sème tôt, ça fait en sorte que ça tale énormément. Puis le fait que ça tale, c'est que ça va te donner aussi plus d'épis par mètre carré au printemps. Puis ça, c'est une des composantes. Ça se trouve d'être une des 3 composantes du rendement. Fait que, de manière générale, si on veut le faire plus taler, ben, c'est sûr que c'est éventuellement d'y aller avec un semi-hâtif. Il va le temps de taler. C'est comme ça que je le vois, moi. Fait que dernière question, Yvan. Bon, à ton avis, est-ce que le seigle d'automne a mieux performé dû à son départ rapide et à son feuillage plus abondant pour couvrir le sol et ainsi mieux passer la sécheresse? Je crois que oui. C'est sûr que chez les sites, chez les producteurs, on est avec un seigle d'automne hybride. On le voit dans les réseaux RGCQ. On va même aller jusqu'à 10 000 kg à l'hectare dans les seigles. C'est sûr que quand tu voyais les comparatifs entre les espèces, tu vois que le seigle a toujours avancé un petit peu plus. Fait qu'il a quand même bénéficié, je pense qu'il a bénéficié un peu plus de l'apport d'eau en début de saison là, sur l'ensemble des sites que l'on a. OK. Donc, oui, on s'excuse pour les questions qui n'ont pas été répondues. Puis c'est ça, Stéphanie, on les invite à... par la suite. On va plaisir d'y répondre. Ben merci, c'est gentil. Merci, Francis, pour cette super présentation. Puis merci aussi aux producteurs qui ont participé à ton projet, puis aux conseillers. Hein. Puis merci, Yvan, pour avoir suivi le clavardage. Donc, c'est maintenant le temps. On va prendre une petite pause pour s'aérer l'esprit un peu. Donc, on va prendre une pause de 5 minutes, là, mais 5 minutes. En fait, je vous convie à 10h40. On va reprendre dans un petit peu plus de 5 minutes. À tout de suite. Alors, on va reprendre. Si vous êtes prêts, on va poursuivre avec une courte conférence, un point d'information, en fait, qui va être présenté par Martine Amiotte sur un réseau de fermes témoins dans les grandes cultures en régie biologique. Donc, Martine est avec nous présentement. Bonjour, Martine. Martine est agronome et conseillère auprès des producteurs de grandes cultures de la région de la Naudière depuis maintenant 20 ans. Elle a joint l'équipe du CETAB en 2018. Et en plus du service conseil, elle est à la charge de différents projets en fertilisation, santé des sols et désherbage mécanique. Martine, comme je vous ai dit, va nous présenter un point d'information et cette conférence-là, en fait, a été préenregistrée. Donc, on va faire comme avec l'autre conférence précédente, on va la diffuser live. Par contre, si vous avez de la difficulté à la voir, Amélie va placer le lien sur YouTube dans le clavardage. Donc, pendant la présentation, on vous invite à poser vos questions dans le clavardage. Et je veux juste vous rappeler, s'il vous plaît, d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants afin que tout le monde puisse suivre les réponses et les questions. Les questions à développement, s'il vous plaît, on vous demanderait de les garder pour la période de questions qui va suivre. On va avoir une période de questions de 5 minutes suite à la présentation. Donc, bonne écoute. On va diffuser ta présentation, Martine.
Bonjour, je suis Martine Amiotte, agronome, conseillère en grande culture biologique et chargée de projet au CETAB+. Je vous remercie de me permettre de vous présenter le projet pilote du réseau des fermes témoins en grande culture biologique. Ce projet est financé par le Programme de développement sectoriel du MAPAC en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Ce projet a longuement mûri. L'idée a été lancée il y a déjà 10 ans. L'avancement de l'agriculture biologique par l'influence des producteurs est l'idée de base de ce projet. Dans le milieu, nous remarquons, et vous serez d'accord avec moi, que les pratiques les plus durables dans le temps sont celles qui ont des représentants du milieu qui en font la promotion. J'espère que je vous convaincrai d'utiliser le réseau des fermes témoins afin de mieux comprendre les aléas de la production biologique en grande culture. Une petite précision avant de commencer, le réseau des fermes témoins se veut une entité à part entière. Bien sûr, le CETAB le gère et participe activement au réseautage, mais il est dédié à répondre aux interrogations du milieu agricole. Alors, ne vous gênez pas pour y suggérer toutes vos idées. Je ne vous cacherai rien, le but premier du projet est de favoriser la conversion d'entreprises agricoles vers la régie biologique. Mais nous sommes réalistes. Afin d'atteindre cet ultime objectif, nous devons en viser de plus petit, donc vous convaincre de venir voir ce qui se passe en terrain bio. Sincèrement, si nous vous convainquons en bout de projet d'utiliser une autre pratique agro-environnementale et qui est également utilisée sur régie biologique, comme la rotation de culture, le désherbage mécanique, les engrais verts, une meilleure utilisation des déjections animales, la préservation et l'amélioration des propriétés du sol, un autre pas environnemental sera réalisé au Québec. Alors, au cours de la durée du projet, nous allons démystifier les pratiques utilisées en bio. De cette façon, nous croyons que ça favorisera l'adoption de pratiques agricoles en production biologique qui sont, à notre avis, très performantes et très innovantes. Le dernier objectif, et non le moindre, est de faire valoir le rôle et le pouvoir d'influence qu'ont les producteurs agricoles en tant que diffuseurs. Car ce sont eux, nos fermes témoins, nos partenaires, qui sont au cœur du projet. Je ne révélerai rien en vous disant que ce phénomène existe déjà et que c'est lui qui a favorisé le grand nombre de transferts vers la production biologique en grande culture ces dernières années. Le projet veut mettre le réseautage en avant-plan en vous permettant de visiter des entreprises prêtes à vous rencontrer. Effectivement, de base, un réseau de fermes témoins implique des échanges entre pairs, donc entre producteurs agricoles. Nous avons recruté des producteurs en grande culture biologique qui sont influents, innovants et performants. Ils sont également représentatifs des défis que représente l'agriculture biologique. De différentes grosseurs d'entreprises et de cultures, ainsi que dans quelques régions ciblées, les fermes témoins sélectionnées pourront vous entretenir et ou vous recevoir individuellement afin de répondre le plus humblement possible à toutes vos questions. Vous et tant d'autres producteurs agricoles intéressés à la production biologique, bien sûr. Une petite précision, les partenaires ne pourront en aucun cas vous faire des recommandations. Ils s'impliquent seulement afin de vous informer de leur situation et de leur réalité. Le réseau présentera également des rencontres thématiques de petites ou de grandes envergures en web, en salle et idéalement au champ, afin de démystifier et de favoriser l'adoption des pratiques utilisées par les producteurs. Le CETAB+ organisera ces rencontres. Idéalement, nous formerons de petits groupes pour favoriser les échanges, ce qui nous amènera à répéter à l'occasion certaines activités dans différentes régions. Nous nous attendons à ce que quelques partenaires du projet soient présents à chacune de ces rencontres afin de faciliter les échanges. Toutes les formations seront affichées sur le site Internet du réseau. Nous préparons présentement 3 petites activités en web qui vont avoir lieu en mars et avril 2021. Les thèmes abordés seront les sarclages en grande culture, la rotation de culture et la préparation du sol au printemps sur régie biologique. Visitez le site Internet pour plus d'informations. Voici quelques petites précisions au niveau du projet. Le projet pilote sera déployé jusqu'à la fin de l'année 2023. Pour l'instant, le projet vise seulement les entreprises en grande culture biologique. Dans l'éventualité d'une prolongation du projet, d'autres cultures et d'autres régions pourront intégrer le réseau de fermes témoins. Ce projet a été grandement inspiré des réseaux européens qui, eux, ont une vocation plus large et qui impliquent tous les intervenants du milieu agricole. Dans notre cas, seuls les producteurs agricoles sont mis de l'avant.
L'équipe du réseau est formée de 18 entreprises dispersées dans la partie centrale du Québec et de 2 conseillers du CETAB, Geoffroy Ménard et moi-même. Il y a également un comité de suivi qui est responsable des enlignements et des échéances du projet. Ses membres sont issus du milieu conventionnel et biologique. Ils représentent le Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec, le MAPAC, l'UPA, la Coop AgroBio et les producteurs de grains du Québec. Voici une page modifiée de notre site Internet ferme-témoin-qc.bio. Ferme-témoin au pluriel. C'est l'adresse à retenir. Vous y trouverez la description du projet, la liste des fermes témoins, le calendrier des activités, des liens utiles et les informations pour joindre les responsables du projet. Afin d'obtenir les coordonnées des entreprises partenaires, vous devez me contacter ou un autre conseiller du CETAB pour qu'on puisse vous mettre en contact avec l'entreprise la mieux ciblée pour vos besoins. Dans la section des liens utiles, vous trouverez différents liens qui mènent à de la documentation sur les pratiques en bio, d'autres sites comme Virage Bio ou les sites de référence en agriculture comme le CRAAG et AgriRéseau. Il y a aussi des liens pour des formations en production biologique. Les fermes témoins ont été sélectionnées pour couvrir une grande diversité d'entreprises et aussi en fonction de la région administrative. Les régions Centre du Québec, Mauricie, Montérégie-Est et Lanaudière ont été retenues pour débuter le projet. Bon, pour les bons observateurs, nous avons aussi sélectionné une entreprise dans les Laurentides. Nous avons ciblé ces régions car nous y sommes bien impliqués. Il y a donc 8 entreprises dans la Lanaudière-Laurentide, 3 en Mauricie, 5 au Centre du Québec et 2 en Montérégie-Est. Les entreprises sont très diversifiées. Certaines finissent à peine leur transition biologique et d'autres ont une quinzaine d'années d'expérience. Nous avons sélectionné des entreprises de 85 hectares jusqu'à 1500 hectares. La diversité de production chez nos partenaires est très intéressante. Tous font de la grande culture, mais dépendant de leur marché ou de leur région, certaines font des légumes de transformation, d'autres du sarrasin et certaines sont également en production laitière biologique. Nous avons ciblé tous les types de sols, de sable à argile en passant par les sols rocailleux. Certains partenaires ont peu d'équipement et d'autres sont très bien équipés ou innovateurs en modifiant eux-mêmes leurs équipements. La transformation à la ferme ou la mise en marché de leur production ont également été des éléments de recrutement. Finalement, la capacité de communication des partenaires a été un élément retenu dans la sélection de ces fermes témoins. La plupart des entreprises sélectionnées sont des gens impliqués dans la promotion de la production biologique et sont enchantés de participer au projet. Lors de leur transition, ils ont bénéficié de mentors disponibles et ils veulent maintenant vous rendre l'appareil. Vous avez donc une belle brochette d'entreprises prêtes à discuter avec vous, alors profitez-en. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, je vous invite à me joindre avec les informations inscrites au site Internet et il me fera plaisir de vous rencontrer en terrain bio. Merci, Martine. C'est intéressant. J'imagine que vous êtes aussi ouvert à recevoir des producteurs conventionnels qui n'ont pas nécessairement qui ont envie d'échanger. Est-ce que c'est... Oui. En fait, l'objectif, c'est vraiment de répondre. C'est sûr que l'objectif premier, c'est de répondre à ceux qui veulent faire leur transition en bio, mais s'il y en a d'autres qui sont juste curieux et intéressés, je pense que les producteurs qui sont les fermes témoins vont être quand même capables de les convaincre d'adopter certaines pratiques. Certaines pratiques, exactement. Oui. Dans un objectif de lutte intégrée. Alors, on aurait le temps pour un petit 5 minutes de questions. Je pense qu'il y en a pas. Oui, pour le moment, j'ai aucune question dans le clavardage, effectivement. Mais je voulais juste savoir, Martine, si j'ai bien compris, il faut communiquer avec vous pour... Idéalement, oui. Dans le fond, c'est juste pour assurer un certain... de ne pas déranger les producteurs quand ils sont en période de crue, là, mai, juin, juillet, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, à la limite, s'il y en a qui connaissent leur voisin qui est déjà dans les fermes témoins, il y a possibilité de les rencontrer directement, de les appeler naturellement, prendre un rendez-vous puis d'organiser cette rencontre-là. Super. Puis éventuellement, il va peut-être avoir des petits mini-voyages organisés. Là, on fera, ça va venir peut-être au courant de l'année prochaine. On va planifier des rencontres
pour les producteurs, mettons des régions éloignées qui voudraient venir faire un petit groupe et dire on aimerait ça aller visiter telle entreprise ou telle problématique, puis on organiserait les rencontres de cette façon-là. Des petites tournées. Et voilà. Ah, super. Bien, merci d'être passé nous voir ce matin. Puis si des fois, je ne sais pas si tu restes avec nous, si des fois il y a des petites questions dans le chat par la suite. OK, on va regarder ça. OK, merci beaucoup. Merci. Bye. Donc, on va maintenant passer à la dernière conférence. Alors, on est très heureux d'accueillir Sylvie Thibodeau ce matin. Alors, Sylvie, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Voilà. Bon matin, Sylvie. Bonjour, bon matin. Bonjour. Donc, Madame Thibodeau détient un baccalauréat en bioagronomie et une maîtrise de l'Université Laval sur l'utilisation des pratiques culturelles réduites dans le maïs grain. Elle est conseillère au Club agro-environnemental du bassin de la Guerre depuis 1997. Son travail est surtout en lien avec les pratiques de conservation des sols, de l'eau et également de l'agro-environnement. Elle a collaboré avec l'IRDA à un projet de gestion de l'eau par bassin versant et elle a aussi travaillé à divers projets en lien avec les cultures de couverture, les cultures intercalaires et le semis sous couverture végétale permanente dans les grandes cultures. Donc, Sylvie va nous présenter, en fait, sa conférence a été préenregistrée. Donc, ce sont les mêmes consignes que tout à l'heure. Pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, s'il y en a. Donc, on va, si des fois, pendant la présentation, vous avez des difficultés à voir la vidéo, on va la placer dans la bulle de discussion. Donc, vous pouvez aller la visionner directement sur YouTube. Également, pendant la diffusion de la vidéo, si vous avez des courtes questions, vous avez besoin d'éclaircir certains points, vous pouvez poser les questions. Sylvie va y répondre, mais on vous demanderait de garder vos questions à développement pour la suite. On va avoir une période de questions assez longue là, suite à la présentation de Sylvie. On a gardé un 15 minutes de période de questions. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Sylvie à l'instant. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Dans les prochaines 40 minutes, je vais partager avec vous quelques idées pour introduire des intercalaires en grande culture. Ça veut donc dire qu'on va parler d'intercalaires dans le maïs, dans le soya et dans les céréales. Fait que la commande est très grosse parce que juste des intercalaires dans le maïs, on aurait pu en parler pendant 1 heure. Au menu, plusieurs choses. Les espèces les plus intéressantes, les modes de semis, l'impact sur la fertilisation azotée du maïs, le choix des herbicides. Par où commencer quand on veut débuter les intercalaires, quelques idées pour aller plus loin, puis on va terminer avec le seigle, un cas à part. Comme la commande est grosse, il y a vraiment beaucoup de choses au menu, j'ai quand même choisi d'essayer de répondre un peu à tout ça en me disant que la conférence est enregistrée. Au moins, si jamais il y a des choses qui passent un peu trop vite, vous pourrez y retourner, mais c'est certain qu'il y a des choses dont on ne parlera pas non plus. En guise d'introduction, une seule à cette date, en fait, qui est pourquoi semer des intercalaires, un seul mot, juste pour peut-être vous rafraîchir la mémoire, mais qu'on sait que les plantes, par la photosynthèse, captent du carbone. Et celle-ci, ce carbone-là, en fait, les racines rejettent environ 30% du carbone absorbé par la photosynthèse et elles rejettent ça dans le sol sous forme de sucre, d'enzymes, de protéines et différentes substances qui nourrissent les micro-organismes. Donc, ma mode de racine est là tout simplement pour vous faire penser que c'est autour des racines, étant donné que ces substances-là sont produites par les racines, c'est autour des racines qu'il y a énormément d'activités microbiennes et biologiques dans le sol. Les micro-organismes du sol sont là. C'est une zone super active biologiquement. Donc, ça veut dire des impacts positifs sur la fertilité du sol, la santé des plantes, l'absorption d'eau, la structure du sol, etc. Donc, l'idée de mettre des intercalaires dans les cultures, c'est d'augmenter la quantité de racines dans les systèmes. Donc, on commence dans le vif du sujet, intercalaires dans le maïs. À la base, on va parler de régras parce que c'est ce qui est le plus, je dirais, le plus recommandé pour commencer. En fait, parce que le régras a une très bonne compatibilité avec le maïs. Le régras supporte bien l'ombre, puis sa croissance ralentit lorsque la température atteint 22 à 25 degrés Celsius, alors que c'est à partir de là que le maïs, lui, décolle. C'est très compatible. Ce qu'on veut, c'est que le régras ait le temps de s'implanter, faire 2, 3 feuilles avant que le maïs couvre ses rangs idéalement. Puis après ça, il va rester tranquille, puis il va reprendre beaucoup plus en fin de saison. Ce
qu'il y a d'intéressant avec le régras, c'est son système racinaire. Vous voyez ici, là, le mode de régras, il y a un fin chevelu racinaire très, très abondant qui peut descendre en profondeur. Donc, c'est synonyme de beaucoup d'activités biologiques du sol. Vous voyez ici une photo d'un champ d'un régras qui avait été implanté à la volée en semi-direct. Le champ a été récolté. Et ce régras-là, ça représentait 2243 kg à l'hectare de matière sèche, fait un peu plus que 2 tonnes. C'est quand même une très belle implantation de régras. Vous voyez que le régras était très haut, il était un peu couché au sol, mais il était 80 cm de haut. Et ce régras-là a capté 67 kg hectares d'azote résiduel et 128 kg à l'hectare de potassium, qui, dans le fond, vont être gardés en réserve pour l'année suivante. Fait que ce tapis-là de régras, on peut comprendre aussi que ça peut être un avantage au niveau de la portance de la batteuse au moment de la récolte. Il y a tout un monde dans le régras. Il y a différents types. Il y a à la base le régras anglais qui est carrément une vivace et qui, lui, on n'utilise pas un intercalaire. Il est trop long à s'implanter, il y a différentes raisons, c'est pas ça qu'on veut. On va travailler plus avec un régras de type italien. Et dans le type italien, il y a du régras alternatif et du non-alternatif. Le régras alternatif, lui, il va fleurir l'année du semis, donc il est considéré plus comme un annuel. Le non-alternatif fleurit la deuxième année du semis, c'est plus comme un biannuel. Puis si on achète un régras ordinaire, là, on a un mélange des deux. Mais tant l'alternatif que le non-alternatif, les deux peuvent passer l'hiver, dépendamment de la couverture de neige, dépendamment des températures. Parce qu'il faut se dire que le régras en intercalaire dans le maïs, il n'est pas dans son milieu normal, habituel, sa croissance est ralentie. Donc, c'est ce qui fait que même un régras alternatif peut passer l'hiver. Maintenant, la question du taux de semis, j'ai mis des points d'interrogation parce que ce n'est pas simple. On peut parler de 15 à 25 kg à l'hectare, mais le petit tableau qui est là vous montre que pour 4 variétés différentes de régras, semer les 4 à 15 kg à l'hectare, vous voyez, ça représente combien de grains dans 0,25 mètres carrés. Il y a une très grosse différence entre les 4 variétés. Le calibre des semences est très différent. Donc, il faut un peu plus bâtir son expérience avec différents régras pour avoir une idée et en fonction d'avoir une population là, intéressante. Ça peut être très différent. C'est plus que du simple au double entre la variété 1 et la variété 4, le nombre de grains pour la même superficie et pour le même taux de semis-kilo à l'hectare. Maintenant, comment semer le régras? Il y a différentes possibilités. Ici, je vais juste vous montrer un exemple d'une trémie de lime avec une barre porte-outils, des tuyaux et qui aboutissent sur des petits déflecteurs. Comme ça, le régras, c'est mis distribué à la volée, mais en dessous du couvert de maïs et semé idéalement à 4 à 6 feuilles du maïs. Il y a d'autres producteurs qui décident de mélanger le régras avec l'azote, qui va être appliqué en poste levé, par exemple, à la volée dans le maïs. C'est une autre technique qui peut bien fonctionner. D'autres points à considérer puis à regarder pour le régras, c'est entre autres l'aspect, est-ce qu'on est en semi-direct ou en travail conventionnel du sol? J'ai observé, mais peut-être que vous avez vu autre chose, mais qu'en semi-direct, quand il y a une couverture de résidus, ça donne plus de chances à un semis à la volée comme ça de réussir parce que, évidemment, s'il y a une pluie après le semis, les semences de régras vont aller en dessous des résidus, donc vont être protégées, plus d'humidité, protégées du rayon du soleil, contrairement à un régras qui serait mis directement à la volée, à la surface du sol, sans rien, dans le sol travaillé, sans résidus. C'est pour ça que j'ai rajouté après l'ajout de peigne ou de dents pour au moins faire une certaine incorporation ou recouvrir un peu les semences de terre. Ça reste un facteur intéressant. C'est sûr que le facteur crucial dans tout ça aussi, c'est les précipitations. Si votre régras germe parce qu'il y a un petit peu de pluie, mais qu'après ça, c'est sec pendant un bon bout de temps, puis les semences sont à la surface, mais ça ne vous aide pas. J'ai mis aussi maïs en silage avec un point d'interrogation parce que je vois des producteurs qui réussissent très bien dans du maïs en silage, d'autres moins. Est-ce que probablement que le type de maïs, quand on a un maïs en silage à une seule fin, de type très haut, très feuillu, les régras ont moins de chance là-dedans. Est-ce qu'on devrait ne pas en mettre dans ce cas-là ou peut-être semer plus tôt? Il y a encore beaucoup de points d'interrogation par rapport quand même aux intercalaires. Là, on est nouveau là-dedans. Et on peut se poser la question aussi si l'orientation des rangs de maïs peut avoir influencé le succès de l'implantation de notre intercalaire. Si on continue en termes du régras, au niveau des herbicides, le MAFRA, selon le guide de l'Ontario en 2016, il mentionnait que Armazone, Banvel, Converge, Engarde et Intégrité sont peu susceptibles d'endommager le régras. Vous ne trouverez pas la recommandation directement sur l'étiquette pour le régras, mais selon différents essais,
Ce sont des herbicides qu'on peut quand même recommander et utiliser si on veut y aller avec autre chose que seulement un glyphosate, par exemple. Maintenant, je vous ai dit qu'autant le régras alternatif que le non alternatif peuvent passer l'hiver. Fait que s'il faut les contrôler par un herbicide au printemps suivant, ben c'est le glyphosate qui demeure la meilleure option. Il faut ajuster la dose en fonction de la hauteur du régras. Le régras plus petit demande des plus petites doses. C'est plus facile de le contrôler s'il y a moins de 15 cm. Il est plus difficile à éliminer le régras avec le glyphosate s'il y a plus de 40 cm. Donc, la hauteur a une importance. Et le glyphosate va être plus efficace à contrôler le régras si la température du sol est supérieure à 8 et la température de l'air est plus de 16 degrés Celsius. Donc, c'est des critères qui sont importants et qui peuvent expliquer des fois des moins bons résultats. On va regarder d'autres intercalaires maintenant, coup de cœur dans le maïs, qui peuvent donner des bons résultats si vous désirez aller plus loin que le régras. Ici, on a un trèfle incarnat. Dans ce cas-là, les photos que je vais vous présenter dans les prochaines diapos, ce sont des semis qui ont été faites dans des sillons. Ici, notre trèfle incarnat est semé dans des sillons semi-directs. On voit qu'il y a un très bel établissement, très belle couverture. Mais le trèfle incarnat, ça fait partie des espèces qu'on peut quand même avoir des bons succès semés à la volée, selon ce que j'ai vu. Ici, on a de la veste velue, semée dans les sillons, mais qui encore là peut donner des résultats intéressants semés à la volée. Je recommande toujours plus des semis dans les sillons, on va en parler plus loin, mais il y a quand même des espèces qui peuvent se semer à la volée avec une certaine incorporation. Ici, du sarrasin. Encore là, semer à la volée, ça peut être intéressant. Vous voyez que le sarrasin, dans le haut du plant complètement, là, il s'étiole, il pousse en hauteur, mais il est intéressant. Il a fleuri, il a grainé. Donc, on peut en retrouver l'année suivante quelques plants. Je n'ai jamais vu de problème à le contrôler, mais soyez avertis que c'est une possibilité. Ici, on tombe d'un autre monde. Vous avez du pois fourragé. Semer dans des sillons, ça peut être fantastique. Par contre, semer à la volée, là, ça ne vaut pas le coup, là, ça ne vaut pas l'investissement, ça ne réussit pas bien. Le pois fourragé, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il fait une super belle couverture. Je pense qu'au niveau de l'activité biologique du sol, il est vraiment intéressant. Mais en fin de saison, quelque part au mois d'août, vers la fin d'août, il ne sera plus là. Il va avoir complété son cycle. Fait que je pense que ça pourrait être plus intéressant d'utiliser en mélange avec autre chose. Ici, on a de la facélie, qui est un monde à part. Là. Je vous la présente parce que ça peut donner des super beaux résultats, mais bon, on sait que c'est une semence très dispendieuse, de 14, 15, 16 kg à l'hectare. Mais c'est intéressant parce que la facélie appartient à aucune espèce. La famille de la facélie, les hydrophilacées, on ne cultive rien de cette famille-là. Donc, il y a peut-être un certain intérêt quand même à l'utiliser. Puis, semer dans les sillons, on peut avoir des beaux résultats. Là. Je trouvais ça quand même intéressant à voir. Ici, c'est du haricot noir, du maïs. Ça aussi, semer dans les sillons. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on a fait pendant quelques années des essais d'intercalaires différents dans le maïs, dans des petites parcelles, mais avec des répétitions, à différents sites en semi-direct. Fait que vous voyez à gauche les différentes espèces qu'on a essayées. Ça, c'est ce qui a fonctionné. Il y a des années où on a essayé des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on a mis de côté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez le site de Saint-Urbain et le site de Huntingdon. C'est deux argiles en semi-direct. À Huntingdon, on a fait les semis à la volée, tandis qu'à Saint-Urbain, le semis était fait dans des sillons. Les implantations ont été beaucoup plus belles à Saint-Urbain la même année, conditions semblables qu'à Huntingdon. Et à Huntingdon, vous voyez qu'en termes de rendement, on avait des parcelles témoins en bas complètement avec aucun intercalaire. Vous voyez qu'à Huntingdon, en termes de rendement, on n'a pas eu d'impact des intercalaires, ni d'un sens ni dans l'autre. Par contre, avec le site de Saint-Urbain, il y a certains intercalaires comme la Vesse et comme le trèfle incarnat, dans lesquels on a mesuré des augmentations significatives de rendement maïs. Écoutez, on ne s'attendait pas à ça. Je vous présente, c'est une année parce que les implantations étaient très belles. Est-ce que c'est ce qui explique qu'on a eu des résultats si intéressants que ça? Pourquoi? Est-ce que c'est l'activité biologique du sol? Est-ce que c'est l'azote? Je ne pourrais pas vous dire, mais je vous les présente parce que ça m'a quand même intrigué beaucoup de voir que je ne m'attendais pas à ce que la première année d'implantation d'intercalaire dans le maïs, on puisse avoir des impacts significatifs positifs sur notre rendement maïs. C'est à garder en tête, en tout cas, ça semble... il se passe beaucoup plus de choses dans le sol qu'on peut se l'imaginer. Et ce semis-là dans des sillons, dans les parcelles qu'on a fait, nous a vraiment amené
sur la piste, je pense qu'il faudrait semer dans des sillons intercalaires. Donc, on est allé en Pennsylvanie parce que l'Université de Pennsylvanie a développé le Interseeder que vous voyez là pour semer les intercalaires. Et pourquoi, dans le fond, on semerait dans les sillons? Il y a différentes raisons, hein. Entre autres, le fait de placer la semence dans le sol, dans des sillons, ça nous augmente la fenêtre pour les semis. Si on peut se permettre de semer peut-être un peu plus tard, parce qu'on sait que la germination, l'émergence va être plus rapide. Ça réduit aussi notre dépendance par rapport aux précipitations. La semence n'est pas mise à la surface du sol. Ça peut nous permettre de diminuer le taux de semis parce qu'on ne s'aime pas à voler partout, mais on localise nos semences. Puis à ce moment-là, bien, ça nous donne un plus grand choix d'espèces, soit des espèces qui sont plus coûteuses ou plus exigeantes, comme d'ailleurs le pois fourragé dont j'ai parlé tantôt, que ça ne marcherait pas autrement. Puis si on a des plus beaux établissements intercalaires, bien, on peut penser que ça va contribuer aussi au contrôle des mauvaises herbes. Donc, on a fait un projet 2017-2018, plusieurs clubs ensemble, financés par le MAPAC, dans lequel on a pris un semoir Great Plains qu'on a modifié pour semer des intercalaires sur plus ou moins 300 hectares de maïs chez 38 producteurs agricoles de la Montérégie. C'est le semoir qu'on a modifié, vous voyez ici dans le début de nos semis, avec soit 2 rangs d'intercalaires ou 3 par entre-rang de maïs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a semé nos intercalaires après les traitements herbicides, qui étaient glyphosate seulement, et après l'application d'azote en poste levé. On a semé un mélange de radis, régras, trèfle incarnat à 12 kg à l'hectare. C'est un mélange qui est recommandé normalement à 20 kg à l'hectare en intercalaire, mais pour un semis à la volée. Comme nous, on semait sur 60 % de la superficie du champ, parce que c'était localisé sur des rangs, mais on a semé 60 % de 20 kg à l'hectare, donc 12 kg à l'hectare. Fait que sur nos rangs, on avait 20 kg à l'hectare, mais sur l'ensemble du champ, on avait 12 kg à l'hectare, ce qui fait que ça a réduit le coût. Fait qu'on avait un coût à l'hectare dans semence de 58 $ à l'hectare, ce qui est très semblable à ce qu'on peut avoir pour un régras. Voici notre mélange, les 3 espèces, un mélange qui reste uniformément mélangé. Et voici ce que ça donne en début de croissance. Le radis, c'est vraiment le premier qui prend la place dans ce mélange-là. Puis ce que je trouve intéressant, mais avec ses grosses feuilles, il couvre quand même assez rapidement le sol. Fait qu'on peut penser qu'il va contribuer au contrôle des mauvaises herbes. Ici, vous avez 3 rangs d'intercalaires par entre-rang de maïs. Un peu plus tard en saison, on voit qu'encore le radis est dominant. On avait aussi certains producteurs qui ont voulu essayer d'autres choses, dont du pois fourragé. Fait qu'encore là, assez bons résultats là, semés dans les sillons. Et vous avez ici ce que ça donne après la récolte du maïs en silage. À gauche, c'était un aller-retour de semoir avec intercalaire et à droite, c'est notre bande témoin sans intercalaire. Fait qu'on voit que le radis est encore là, mais que le régras aussi là, a commencé à prendre la place en fin de saison. Puis c'est intéressant de voir qu'en termes de structure du sol, de développement racinal, de racines, de vers de terre, là, je pense que ces intercalaires-là ont des effets très bénéfiques. D'ailleurs, un petit mot rapide sur, vous connaissez sûrement le test des bobettes là, qui nous permet d'avoir une idée de l'activité biologique dans le sol, parce que plus il y a de micro-organismes dans le sol, plus ils vont décomposer nos boxers en caleçons qu'on a enfouis. Et ce que je vous amène à voir, c'est que dans le projet justement avec les intercalaires, dans le maïs, le radis régras trèfle incarnat. En haut à droite, vous avez un exemple d'un boxer qui avait été enfoui dans une parcelle, un champ labouré avec des intercalaires. Et en bas à gauche, vous avez son comparable qui était dans les bandes de labour, mais sans intercalaire. Fait que c'est quand même drôle de voir, même si ce n'est pas scientifique, qu'il semble y avoir un effet bénéfique des intercalaires là, en fin de saison, dès la première année, là, après quelques semaines, sur l'activité biologique du sol. Maintenant, tantôt dans le régras, on voyait qu'on avait quand même différents choix d'herbicides, mais là, on est rendu avec un mélange à 3 espèces, on se complique un peu la vie. On a fait des essais d'herbicides avec un petit pulvérisateur à parcelle dans un champ avec ces 3 espèces-là en 2017. Vous voyez en bas la liste des herbicides utilisés. On a utilisé notre témoin qui était juste du Roundup. On a utilisé de l'intégrité petite dose, intégrité plus grosse dose, converge petite dose, converge plus grosse dose. On a utilisé du Amazon Roundup et Amazon Pro et Roundup. Les colonnes que vous voyez là, la colonne en bleu, c'est la biomasse. On a récolté nos intercalaires. En bleu, c'est le radis qu'on a récolté, sa quantité de kilos à l'hectare de radis qu'on avait. En orange, c'est le trèfle et en gris, c'est le régras. Ce que je veux juste vous faire remarquer, c'est qu'évidemment, avec notre Roundup en haut à gauche, c'est là qu'on a les plus grosses biomasses là, de nos différentes intercalaires, là, ou à peu près. Pour tous les autres traitements,
ça a diminué. Il y avait encore des intercalaires, mais il y en avait moins. Fait que c'est la première chose à retenir. C'est pas parce qu'on a mis un herbicide qui n'était pas nécessairement le meilleur choix qu'on n'avait pas d'intercalaire, mais il y en avait moins. Fait en conclusion de ces essais-là, on voit évidemment que le Roundup, ça demeure quand même la meilleure option quand on a 3 espèces comme ça dans le mélange qu'on a utilisé. Pour tous les traitements herbicides, sauf le Roundup, les effets sur les cultures se sont manifestés, sur les cultures intercalaires, se sont manifestés par une diminution du nombre de plants, puis aussi un retard de croissance. Là. On voyait dans certains cas aussi qu'il y avait un peu de toxicité, avec certains traitements, par exemple, les feuilles de trèfle, le tour était blanchi. Donc, les cultures étaient là, mais pas mal moins beaux établissements. Puis, si on y va avec ce mélange-là de 3 espèces, si on veut y aller avec autre chose que du Roundup, bien, le meilleur compromis, ça semblait être une application d'Amazon avec Roundup. Mais ça reste à valider sur d'autres sites et d'autres années. C'était un premier essai. Maintenant, l'intercalaire dans le soya. On a fait plusieurs essais dans les petites parcelles avant d'en venir à faire des choses en plus grande surface. Ce qui fonctionne bien, c'est des légumineuses vivaces. Et à date, celle qu'on a retenue le plus, c'est le trèflua, le lotier et le mélilo. Pour des semis à la volée, on les sème à 2-3 trifoliés du soya. Dans du soya en rang espacé de 30 pouces, on a fait des essais dans du soya en rang plus étroit et ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez de lumière pour nos intercalaires. Et ça prend des champs semi-directs parce que ces légumineuses vivaces-là vont très peu s'établir l'année de soya, dans le soya. C'est ça qu'on veut dans le fond, parce qu'on ne veut pas que ça s'établisse trop et qu'elles nuisent à la récolte. Donc, c'est plus en fin de saison et après la récolte du soya et au printemps suivant qu'elles vont se développer. Donc, si on les sème puis on travaille le sol après la récolte du soya, ben, je pense qu'on n'a pas de retour sur l'investissement. Fait que ça prend des champs qu'on veut garder en semi-direct. Voici quelques photos de ce que ça peut donner. Un trèflua. On a un beau couvert ici. Puis la question que vous pouvez me poser, c'est est-ce que c'est mieux au battage? Et puis non, il y a des producteurs qui ont essayé dans du IP, ça n'a pas taché. Ça reste petit et ça se développe en fin de saison. Le lotier ici, vous voyez une photo prise de la batteuse et plus au sol maintenant ce que ça peut donner. C'est peut-être pas clair sur la photo, mais le lotier a des longues tiges, mais il est resté couché au sol. Il ne s'est pas développé en hauteur parce qu'il était à l'ombre du soya. Fait que ça fait, donc, c'est ce qui explique qu'il ne nuit pas. Vous avez le lotier au printemps suivant. Fait que c'est presque comme une prairie, en fait, avec un super beau système racinaire. Fait que l'idée, c'est de le garder et de le détruire. Bon, il y a différentes options. Mais de le garder quand même le plus longtemps possible pour que les racines se développent. Ici, vous avez le mélilo. Ça, c'est cet automne. Le mélilo, c'est un petit nouveau. Ça fait 2 ans qu'on le laissait, puis il semble bien mieux toléré que d'autres espèces. La sécheresse qu'on a au moment de l'implantation depuis 2 ans. Puis le mélilo, c'est une biannuelle, donc peut-être plus facile à contrôler, mais on commence nos essais avec le mélilo. Ça, c'est l'implantation de mélilo cette année. Et ça, c'est du mélilo implanté il y a 2 ans, mais ce qui avait l'air au printemps dernier. Il a passé l'hiver et on voit que ça a quand même un très beau système racinaire. Fait que ça reste intéressant. On continue avec cette espèce-là aussi. On a fait à un moment donné des essais de fertilisation azotée dans le maïs suite à du mélilo ou du trèflua qu'on avait planté comme ça dans le soya. Si vous regardez sur ce graphique-là, en bas, c'est la dose d'azote qu'on a appliquée, qui va de 50, qui est la dose au démarreur. Puis dans ce cas-là, on allait jusqu'à 240 total kilos d'azote. Et vous avez le rendement maïs, là, à la verticale. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la ligne est horizontale, ma ligne de rendement. Ça veut dire que même si j'augmentais ma dose d'azote, ben, je n'avais pas d'augmentation de rendement. C'est comme si ma dose optimale, mon rendement optimal a été obtenu avec mon démarreur seulement, dans un champ qui avait eu du lotier, détruit en prélevé du maïs, donc on l'a gardé le plus longtemps possible. Ça veut dire que le lotier semble avoir fourni quand même beaucoup d'azote. C'est la première conclusion qu'on pouvait tirer de ça, mais on a seulement 1 an d'essai. Et dans un autre champ un peu plus loin, on avait du trèflua qu'on a soumis au même traitement, détruit en prélevé du maïs, même chose en termes d'azote, de 50 à 240. Et dans ce cas-là, la courbe n'est pas du tout la même. Là, plus on mettait de l'azote, plus on augmentait notre rendement. C'est comme si notre trèflua, lui, n'avait pas fourni d'azote ou pas comme le lotier. Est-ce que c'est question de timing de destruction?
Est-ce que le lotier, lui, fournit son azote plus vite? Donc, même s'il détruit juste en prélevé du maïs, il va en fournir, tandis que le trèfle UIA est plus long à fournir? Ou je ne peux pas vous répondre à ça, mais ça reste des pistes très intéressantes et c'est des choses, des essais qu'on voudrait répéter éventuellement. Maintenant, les intercalaires dans le soya. Quelle espèce semer? Bon, parmi les choix, il y a du trèfle rouge une ou deux coupes, qui, lui, en fait, le trèfle rouge donne des bons résultats là, de façon constante. C'est quand même un winner là-dessus. Avec le 2 coupes, il faut quand même faire attention que les années pluvieuses, le trèfle peut venir plus haut et peut-être nuire à ce moment-là un peu à la récolte. En termes de taux de semis, je vous ai mis 8 kg à l'hectare, mais je vois des gens qui travaillent avec 4, d'autres à 15, donc c'est variable. 8, ce serait une moyenne. Quant au trèfle UIA, lui, le trèfle blanc UIA, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va remplir les trous, lui. Je le trouve intéressant en mélange avec le trèfle rouge, justement, pour cette raison-là. Puis si le temps est sec, bien, il est difficile à s'établir. Plus on parle de, les semences sont plus petites, donc on parle de 6 kg à l'hectare, mais il y a du 4 et comme il y a du 12. Est-ce qu'il y a d'autres options? Bien, il y a des producteurs qui travaillent avec le trèfle incarnat. Moi, je trouve qu'il donne des résultats très variables. La semence est plus grosse, hein, fait que je pense qu'il est plus dépendant aussi des précipitations. Lui, il va se développer très peu après la récolte, contrairement au trèfle rouge et au trèfle UIA. Puis, ben, il est détruit par l'hiver, ce qui peut être un avantage. Le lotier, il est très lent à s'établir. Pour cette raison-là, il faut qu'il reste en place. Il faut le garder en place plus longtemps. Si vous, encore là, si vous le détruisez par un travail de sol trop tôt, ça n'aura pas valu la peine. La luzerne, c'est possible, mais elle produit quand même moins de biomasse que le trèfle rouge, là, qui est le meilleur choix à ce niveau-là. Le mélilo, ben, il faut faire attention parce que dans le blé d'alimentation humaine, il peut donner un goût de cannelle à la farine. Et la veste velue, définitivement trop agressive pour mettre dans les céréales comme le blé. Je connais des producteurs qui l'utilisent dans le sec d'automne et vont semer la veste à la montaison du seigle. Donc ça peut être une option. Puis après la récolte du seigle, ben là, il y a un beau tapis de veste velue. Comment semer nos intercalaires dans les céréales? À ce moment-là, ben, ça peut être fait carrément dans le semoir à céréales, avec le semoir à céréales, en mélange avec la céréale. À ce moment-là, on vise une profondeur d'1 pouce. Vous allez me dire, ouais, mais c'est trop profond pour des petits trèfles, sauf que la céréale va faire le chemin. Vu que c'est semé dans le même sillon, vu que c'est mélangé avec la céréale va faire le chemin, puis le trèfle va lever. C'est une façon de s'assurer d'avoir la semence quand même à l'humidité. Ou sinon, on peut mettre les trèfles dans le cas-famille, quand on en a un. Ça peut aussi être semé à la volée avec une herseterie pour légèrement incorporer les semences, en prélever les semences. Ça peut être aussi, mais ça c'est moins mes choix préférés, être semé à la volée au début talage ou même un peu plus tard. Mais là, on peut avoir des problèmes de compétition de la céréale ou de risquer de se ramasser en période de sécheresse. Puis, fait que les résultats sont beaucoup plus incertains, semé rendu à cette date-là. On peut aussi passer à faire un semis par vasage, c'est-à-dire sur un sol encore gelé, et qu'après ça, le dégel va favoriser l'incorporation des semences dans le sol. Maintenant, la régie de ces intercalaires-là, idéalement, on fauche la paille et le trèfle aussi en post-récolte de la céréale. Ça permet d'aider au trèfle, ça lui donne un petit boost là, pour reprendre sa croissance et ça aide à décomposer la paille. Selon les différents essais qui ont été faits, on parle d'un apport de 50 à 60 kg à l'hectare d'azote pour le maïs suivant. On parle plus dans ce cas-là, par contre, d'un trèfle justement qui va avoir été détruit à l'automne. C'est toutes des choses à valider quand on retarde et qu'on le détruit plus par un herbicide, par exemple, tard au printemps suivant. Mais sinon, on peut penser à 50 à 60 kg à l'hectare d'azote pour le maïs suivant. Il y a des producteurs bio qui vont carrément, après la récolte de la céréale, faire un semis direct de pois fourragés dans le couvert de trèfle pour augmenter l'apport en azote. Quant à la destruction du trèfle, ben, je vous dirais de faire un travail du sol le plus tard possible pour le laisser pousser le plus longtemps possible. La destruction mécanique au printemps, c'est pas toujours évident. Des fois, ça peut demander plusieurs passages. Puis si on pense à faire une destruction chimique des trèfles, ben là, il faut y aller plus avec des dicamba parce que le glyphosate est pas mal moins efficace contre les trèfles. Ici, vous avez un champ de trèfle rouge qui avait été semé en même temps que la céréale. Donc, vous voyez la couverture là, vraiment intéressante du sol. Puis, vous voyez à droite, j'ai mis une motte de trèfle là, pour monter la structure du sol. Dans ce cas-là, c'est vraiment un super bel impact là, sur la structure du sol. Là. On voit que c'est très de beaux agrégats.
Et ici, je vous présente des petits résultats justement de taux d'infiltration de l'eau dans le sol en mètres par jour dans un sol argileux, justement le champ avec la photo précédente, où les données de taux d'infiltration d'eau dans le sol ont été prises dans les parcelles où il y avait du trèfle, dans les parcelles où il y avait juste la repousse d'orge et dans les parcelles où il n'y avait rien. Le sol était à nu. Et on voit une grosse différence en mètres par jour. Là, on passe de 0,16 mètres par jour, la vitesse à laquelle l'eau s'infile dans le sol quand le sol était à nu, versus 2,37 mètres par jour quand c'était dans la parcelle de trèfle. On voit là tout le rôle des racines, en fait, au niveau de l'amélioration de l'infiltration de l'eau dans le sol. Maintenant, les pour et les contre des intercalaires dans les céréales, parce qu'on peut aussi se dire qu'on va mettre une culture de couverture annuelle, par exemple, après la récolte de la céréale. Il faut regarder un peu les deux. Le système racinaire structurant des trèfles, comme on vient de le voir, est vraiment intéressant. C'est sûr que ça peut laisser la chance plus de développer un beau système racinaire avec des trèfles. Par contre, la réussite dépend beaucoup des précipitations, encore plus si on choisit de les mettre à la volée. Ça peut réduire le choix des herbicides dans la céréale, s'il y a l'application d'herbicides. Il faut les laisser en place le plus tard possible pour leur laisser le temps de se développer le plus possible. On l'a dit tantôt, mais la destruction mécanique peut être difficile au printemps. Et au niveau des herbicides, il faut penser à utiliser du dicamba. Et en termes de relâchement de l'azote et de sa disponibilité pour la culture suivante, bien, il semble y avoir un impact au niveau de la période de destruction. Donc, c'est à voir. Donc, il faut voir, est-ce que, dépendamment de la date qu'on prévoit récolter la céréale, qu'est-ce qui est plus avantageux, d'y aller avec une culture de couverture à la dérobée, par exemple, avec un mélange de pois fourragés de radis, mais ce n'est pas le même impact au niveau du sol que d'y aller avec des trèfles. Les deux systèmes sont intéressants, mais les deux ont leur place. Maintenant, on va terminer avec le cas du seigle, qui est un cas à part, qui ne rentre pas avec les mêmes points qu'on vient de discuter. Je vous présente ici un petit résumé des résultats d'une enquête sur les cultures de couverture faite aux États-Unis en 2016, dans laquelle on disait que le seigle est au premier rang des cultures de couverture utilisées. 82 des répondants travaillent avec le seigle. 52 des répondants disent qu'il y a une augmentation de rendement du soya après une couverture de seigle. Et 82 disent que le seigle les aide au contrôle des mauvaises herbes. C'est vraiment une culture intéressante. Et ce qui est très intéressant avec le seigle aussi, vous le voyez là-dessus, c'est son système racinaire super impressionnant. Soit juste au niveau d'un petit germe à droite, c'est déjà racine agressive, ou au niveau de plants bien établis, là, pour restructurer un sol, entre autres, c'est vraiment intéressant. Donc, d'un monde idéal, ça c'est une photo qui vient d'un site américain, bien, on voudrait semer notre soya dans un beau seigle vert comme ça. Puis là, la question se pose, est-ce qu'on sème du soya ou du maïs après le seigle? En fait, la littérature est unanime pour dire que le soya donne quand même les meilleurs résultats, que le rendement du maïs après du seigle peut être réduit de 15 à 20 pour différentes raisons, soit parce que le seigle produit des substances allélopathiques qui sont nuisibles au maïs, c'est-à-dire des substances produites lors de sa décomposition qui empêchent certaines cultures, qui nuisent à certaines cultures, d'où son effet sur les mauvaises herbes, mais entre autres, ces substances-là sont nuisibles pour le maïs. Ça peut être aussi parce que le seigle va immobiliser de l'azote au détriment du maïs. Ça peut être aussi parce qu'il y a des champignons sur les racines responsables de maladies racinaires qui, lorsque le seigle est détruit, peuvent se transmettre au maïs, ce qu'on appelle le green bridge. Et dernier point, les Américains rapportent aussi parfois des problèmes de limaces dans le seigle, ces limaces-là vont s'attaquer au maïs suivant. Donc, il y a quand même des conseils si on veut faire du maïs après le seigle quand même, quelques conseils pour réduire les impacts. Soit attendre 10 à 14 jours après la destruction du seigle pour semer le maïs. Le pire moment pour semer le maïs serait dans les 5 à 10 jours après la destruction du seigle. Parce qu'à ce moment-là, dans les 5 à 10 jours après, semble-t-il que c'est là que l'effet allélopathique et l'effet des champignons pathogènes serait le pire. Donc, les 5 à 10 jours après la destruction du seigle, c'est le pire moment pour semer le maïs. Donc, soit avant ça ou soit après ça, idéalement 10 à 14 jours après. On recommande aussi d'augmenter la profondeur du semis, d'aller jusqu'à 3,5 pouces, profondeur du semis du maïs, et réduire le taux de semis du seigle. Si on veut s'en aller en maïs, taux de semis plus faible que si on veut s'en aller en soya. Mais là, idéalement, bien, on vise quand même à semer un soya dans le seigle. C'est quoi les différentes possibilités? On peut semer notre soya après avoir ensilé notre seigle. Ça se fait très bien, semer direct de soya dans le seigle, super bon contrôle des mauvaises herbes. On peut aussi semer notre soya soit avant ou après avoir détruit le seigle chimiquement, avec un glyphosate par exemple. On peut aussi semer notre soya dans le seigle avant ou après avoir détruit mécaniquement le seigle avec un rouleau crêpeur.
Mais là, la question qu'on se pose, c'est on le sème où notre seigle si on veut s'en aller en soya? Donc, on a fait des essais de semer le seigle en intercalaire dans le maïs. Entre autres, comme là, vous voyez, avec un semoir à céréales, on a essayé à la volée aussi. Ça s'implante, mais dans tous les essais qu'on a faits, c'est comme si soit qu'il s'épuisait en fin de saison ou s'il était encore là, il n'était plus là au printemps prochain. C'est comme si ce n'est pas les bonnes conditions pour le seigle de le semer tôt en début de saison comme ça, il ne passe pas l'hiver. On est allé m'emmener chez Dave Brandt en Ohio, qui lui a une automotrice pour semer des intercalaires, des cultures de couverture dans son maïs en fin de saison. On s'est dit, bon, on va essayer ça par chez nous. On l'a essayé à la main pour l'instant. On a fait des semis de seigle à la sortie des croix. Vous voyez, au moment de la récolte, là, ça fonctionnait très bien. On l'a essayé même plus tard que la sortie des croix, au moment du début de dessèchement des feuilles du maïs. On a commencé ça cette année, ou juste avant le passage de la batteuse. Pour l'instant, on a des belles implantations. On va voir ce que ça donne au printemps suivant. On peut aussi le semer en semi-direct sur un retour de maïs en silage. Et j'ai des producteurs qui le font en semi-direct sur un retour de maïs grain. Là, vous regardez le champ, vous me dites qu'il n'y a pas de seigle là-dedans, mais oui, il y en a. Il est tout petit. Vous voyez des petits poils verts qui ressortent au travers de tous les résidus. Et ça, ce n'est pas cette année, c'est il y a 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Et le seigle avait l'air de ça à ce moment-là. La neige est arrivée après. Mais au printemps suivant, le champ était vert, le seigle est reparti. Ça ne ferait pas un seigle pour être récolté en grains parce qu'il a décollé plus tard, mais ça a fait un beau seigle pour faire un semi-direct de soya dedans. J'ai aussi des producteurs qui ont commencé à travailler avec, au lieu de faire un semi-direct de seigle après la récolte du maïs grain, ils sèment à la volée. Ça a été pris cette année avec un passage du rouleau juste pour tout brasser les résidus, faire en sorte que les graines de seigle s'en vont en dessous des résidus. Vous voyez que c'est sûr que cette année, on a eu un super bel automne, puis le maïs a été récolté le 17 octobre, puis le seigle a été semé tout de suite après. Là. Ça a donné une belle couverture de seigle, mais en 2019 aussi, je n'ai pas de photo, mais le producteur a fait un essai et ça avait moins établi, mais c'était là quand même au printemps 2020. C'est sûr que là, on est dans Montérégie-Ouest, nous autres. Là. On a une longue saison, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus. L'objectif étant d'avoir un seigle au printemps suivant pour notre semis de soya. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les cultures de couverture, je vous invite, entre autres, à aller sur Culture de couverture Québec, qui est un groupe privé avec plus de 3000 membres, où il y a des échanges entre producteurs, il y a des photos, des documents de référence, etc. Si vous ne connaissez pas déjà le groupe, je vous invite à aller, faites une recherche sur Facebook, Culture de couverture Québec, faites une demande d'amis, puis vous allez pouvoir échanger toutes sortes d'idées sur les cultures de couverture. Sur ce, je vous laisse sur une photo des essais d'intercalaire dans le maïs avec le semoir à céréales modifié. Et je vous remercie de votre attention. Merci Sylvie. Je vais t'inviter à ouvrir ta caméra et ton micro pour des questions. Je ne sais pas s'il en reste. Tu as été très active pendant ta présentation. Effectivement. Regarde, on peut y aller avec ceux-là que. En tout cas, il y en a des nouvelles. Fait que puis j'imagine que ça va rentrer à l'allure que ça rentre. Mélanie Hardy, dans la situation où l'on détruit le seigle tout de suite après le semis du maïs grain avec glyphosate, est-ce qu'il y a toujours un risque pour l'alvéolopathie? J'ai répondu à celle-là. C'est pour ça que je n'ouvrais pas mon micro. Parce que, en fait, ça oui. Vraiment. Oui, ça serait correct parce que c'est vraiment dans les 5 à 10 jours après la destruction du seigle que c'est le pire. Fait que si tu détruis ton seigle et tu sèmes tout de suite, avant d'atteindre le 5 jours, ça serait moins pire. C'est comme si la production des substances allélopathiques ne se fait pas tout de suite au moment de la destruction. Fait que si ton maïs est capable de germer avant que le pic de production de substances allélopathiques arrive, ça serait correct. Fait que, oui, ça serait correct de détruire. Fait que soit que tu le fasses à 5 jours, dans les 5 premiers jours après la destruction, ou sinon que tu attendes 10 jours. Il y a d'autres options. Hein? Geneviève Giard a posé la question. Là, il y a des producteurs qui vont semer le seigle en bande dans le futur entre rang de maïs. Fait que ça, c'est OK. Puis j'ai lu aussi que plus tu sèmes dans un sol actif biologiquement, exemple qui est en semi-direct depuis longtemps, culture de couverture, etc., moins ces effets-là du seigle sont prononcés. On a aussi commencé des essais où on réduit la dose du seigle, puis on l'a mêlé cette année avec de la veste ou avec du pois d'hiver
Parce que ça aussi, selon la littérature, si tu mêles ton seigle avec une légumineuse, ben ça réduit les effets. Mais c'est sûr que ça reste que mon conseil premier, pour ne pas se compliquer la vie, c'est de le faire après du soya, là. Mais c'est quand même possible, là. Puis aussi, c'est pas que le maïs ne poussera pas sur un retour de seigle, là. Il y a des producteurs qui se disent « oui, ça marche », mais c'est parce qu'il faut le comparer aussi avec un témoin où il n'y en a pas de seigle. C'est des retards, c'est des pertes de rendement, des diminutions de rendement de 10, 15 à 20 %. Sylvie, je t'inviterais aussi, si tu veux revenir sur des questions tout à l'heure que tu as répondu, peut-être que tu aurais d'autres précisions, là, mais pour le moment, il n'y a pas d'autres questions là, qui sont rentrées. J'avoue qu'il y avait une question que je m'étais dit qui se répondait mal par écrit, mais je l'ai fait, mais là, j'essaie de la retrouver. Il y a juste en attendant que tu cherches, là, juste pour vous dire que les conférences vont être disponibles sur le site du MAPAC suite à l'événement. Il y a eu une question là, de... Ah, ici, il y a une question de, je pense. Oui, il y a d'autres questions ici. Bruce, le lotier dans le soya, tu recommandes de le faire dans quelle situation? Bien, l'objectif, ce qu'on espère avec ça, c'est entre autres fournir de l'azote au maïs suivant, ce qu'on a vu avec l'année d'essai qu'on a faite comme ça. C'est sûr que le système racinaire du lotier au printemps suivant, je ne vous l'ai pas montré, là, mais c'est super impressionnant. Là. Fait qu'en termes d'amélioration de la structure du sol dans des argiles, je pense que c'est vraiment intéressant aussi. Est-ce que ça pourrait être une option pour des producteurs bio pour fournir de l'azote? Sauf que le problème, c'est qu'en bio, ils sèmeraient leur lotier plus tard, parce que c'est vraiment 2-3 trifoliés du soya, mais je me pose des questions aussi. Est-ce que la variété de soya a un impact? Si on avait un soya un peu moins branchu, est-ce qu'on donnerait plus de chance à nos intercalaires si c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas. Puis pour l'instant, j'ai montré une photo ou deux, là, mais le petit nouveau là-dedans, c'est le Melilo, puis il est vraiment intéressant. C'est moins cher. Ça fait 2 ans que c'est sec, puis que lui, il s'implante bien malgré tout. Fait que, on continue là-dessus. L'effet des cultures intercalaires sur l'incidence des mauvaises herbes, je vois ça passer, là. En fait, on ne l'a pas... Ben oui et non. Dans le projet qu'on a fait avec le Samoa Great Plains, on avait dans le même champ des bandes avec intercalaires puis des bandes sans intercalaires avec des répétitions. Mais ça, c'est semé avec Samoa, là, Samoa grandeur réelle. Puis, oui, il y avait un suivi de fait au niveau des mauvaises herbes, sauf que c'était un peu biaisé parce que, dans le fond, vu qu'il y avait des bandes intercalaires dans le champ, le seul herbicide qu'il y a eu, c'est du glyphosate. Fait que, oui, on voyait qu'il y avait un contrôle des moins de mauvaises herbes dans nos bandes avec les intercalaires, mais quand il n'y avait pas d'intercalaire, il y avait juste eu du glyphosate. Fait que c'est moins, c'est pas biaisé, c'est un peu biaisé. Puis on a eu des observations visuelles aussi. Les parcelles que je vous ai montrées, des photos de presse incarnat, de vestes, de pois fourragés. Ça aussi, ça avait juste eu du glyphosate, mais c'est clair que le contrôle des mauvaises herbes était là. Puis je pense que ça fait partie des avantages à semer dans des sillons. Si notre implantation est plus belle, bien, à ce moment-là, juste notre glyphosate avant le semis peut faire la job. Là. Sylvie, il y a quelqu'un qui a posé la question, quel taux de semis sur un retour d'ensilage de maïs? J'imagine que c'est le taux de semis du seigle. Bien, ça dépend de l'objectif. Moi, j'ai des producteurs qui vont semer sur un retour d'ensilage de maïs très tôt puis ils veulent le récolter. Fait que là, ils vont aller à 175, 150, 175. Si c'est juste pour faire une culture de couverture, ça peut être 100, 120 kg à l'hectare. Là. Fait que le taux de semis peut être ajusté en fonction de l'objectif aussi. Là. OK. Est-ce qu'il y a un effet allélopathique dans le triticale? Je dirais que oui, mais je ne l'ai pas documenté. Je ne pourrais pas dire avec certitude. Là, parce que souvent, graminé sur graminé, il y a quand même un effet allélopathique. Fait que, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse plus précise que moi là-dessus, là, mais... Une question de Luc Forget. Pourrait-il y avoir un intérêt à semer une légumineuse, luzerne, OGM, en même temps que le semis du maïs grain? C'est drôle qu'il me pose cette question-là, parce que j'ai un producteur qui veut l'essayer cette année. Est-ce que l'objectif, c'est d'implanter la luzerne pour avoir une prairie ou c'est juste d'avoir une intercalaire? Parce que en même temps que j'ai un producteur qui veut l'essayer cette année. Lui, son objectif, c'est... Mais lui, il veut le faire dans du maïs ensilage. Son objectif, c'est de récolter l'ensilage en même temps que la luzerne. Là. Mais je n'ai pas
d'expérience là-dessus. Je sais qu'implanter une prairie de luzerne en même temps que le maïs, il y a eu un bon article qui est passé dans la revue de l'Ontario l'année passée, que ça se fait, mais c'est quand même... le problème aussi est que quand on ensiles le maïs, il faut être sûr que les conditions sont bonnes parce que sinon, ça affecte beaucoup la luzerne, là. Puis la luzerne en intercalaire dans le maïs, comme intercalaire, on l'a essayé aussi, mais là, elle était semée à 4-5 feuilles du maïs, puis elle ne fait pas grand-chose. En fait, là, tout ce qui est vivace en intercalaire dans le maïs, c'est trop long à s'implanter. Puis au contraire, c'est ça qu'on veut dans le soya. C'est ça qu'on a réalisé. Ce qui marche bien dans le maïs ne marche pas dans le soya, puis ce qui marche dans le soya ne marche pas dans le maïs. Léon Guertin, est-ce qu'il y a un risque de compétition pour l'eau entre le seigle et le soya si le seigle est détruit une semaine après le semis du soya? Il faut suivre la météo. Moi, j'ai des producteurs qui font ça depuis une couple d'années, puis c'est vraiment le choix de détruire le seigle. Ils sèment le soya dans le seigle vivant, puis le timing pour détruire le seigle est super important, puis ça dépend de la météo. C'est sûr que ce printemps, c'est un printemps difficile par rapport à ça. Là, il y a eu de la compétition parce qu'il n'y en avait pas d'eau. Le timing est important. Mais j'ai un producteur qui le fait dans un sol très léger. Lui, son objectif, c'est de laisser pousser évidemment le seigle le plus longtemps possible, puis il se fait une super belle biomasse de racines. Puis après ça, son objectif, c'est que ça garde son eau durant la saison. J'en ai d'autres qui font dans des sols plus lourds, les autres qui veulent aider à sécher le sol, mais il faut suivre la météo beaucoup, parce que oui, il y a un risque, c'est certain. Louis-Robert, que penses-tu de semer le seigle dans le maïs au stade V9, V10, avec une rampe épandillard à la volée, mais déposée, en semi-direct depuis longtemps, donc résidu? Ce qu'on a essayé dans nos essais, c'est qu'on a essayé plus en début de saison, comme un intercalaire normal. Puis après ça, on est allé... on l'avait fait au V9, V10. C'est vrai, on l'avait fait au V9, V10 une année. Puis non, ça s'est implanté, mais il n'a pas survécu. Il n'a pas toffé. Là, il n'était plus là en fin de saison. Fait qu'à partir de là, on a retardé nos dates de semis des essais. On est allé à sortie des croix, début aussi dessèchement du maïs, puis même juste avant la batteuse, parce que ça peut se faire, ça existe des systèmes de trémies montés sur une batteuse avec des tuyaux qui s'en vont en avant du nez de la batteuse, puis que le seigle va se semer, être semé à la volée juste avant la récolte du maïs. Mais V9, V10, on l'a essayé une couple de sites, puis c'était pas, il ne durait pas. Il n'était pas là, il n'était plus là en fin de saison. OK. Là, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Il y a Martin Berger, je pense qu'il voulait faire une précision peut-être sur l'autre pour faire une coupe de seigle l'année après dans le maïs en silage. Je pense que c'était la question sur le seigle dans le maïs en silage tout à l'heure. Le taux de semis, là. Une coupe de seigle après l'année dans le maïs en silage, exemple, ensiler le seigle là, ou en une coupe en grains. C'est pas clair. Là. Ça peut dépendre de la région aussi. Hein, le taux de semis, c'est pas... bon. OK. On va en prendre une dernière. OK. Héloïse, comment l'infiltration de l'eau a été mesurée? Avec des infiltromètres à charge constante, là. Des cylindres, des gros tuyaux, là, et opérés par Georges Lamar. C'était des parcelles qu'on avait, là, puis je faisais ce suivi-là, cette mesure-là dans mes parcelles. Voilà. Bien, merci. Merci, Yvan. Merci, Sylvie, pour ta générosité. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir. Super. Bonne journée à toi. Alors, c'est ainsi qu'on met fin au 4e webinaire Grande Culture. Vous avez été plus de 350 participants ce matin. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci à tous d'avoir contribué. Vous avez posé beaucoup de questions. Ça a été vraiment intéressant, tous les échanges. Je veux remercier nos 4 conférenciers. Merci à Yvan Fauché d'avoir été mon co-animateur et également merci au comité organisateur qui a préparé ces webinaires Grande Culture. Donc, vous allez recevoir très bientôt un court sondage par courriel. On aimerait beaucoup ça si vous pouviez le compléter. C'est important pour nous d'avoir vos commentaires. Donc, on se donne rendez-vous pour le dernier webinaire de cette série qui sera mercredi prochain, le 10 février, sous le thème de la gestion des ravageurs des cultures. Donc, pour pouvoir assister à ce webinaire-là, vous devez être inscrit pour recevoir le lien Zoom. Donc, au nom du comité organisateur, je vous remercie et on se revoit, j'espère, la semaine prochaine. Bonne semaine!